Cette demeure confortable avec vue magnifique sur la mer Méditerranée fera un parfait abri contre la pluie. Voilà à quoi aurait pu ressembler une annonce immobilière pour l'homme de Néandertal il y a 100 000 ans. Tu vas aujourd'hui découvrir des grottes étranges et merveilleuses dans lesquelles tu pourrais vivre, ou pas. Bien sûr, à l'époque, ni l'immobilier ni la publicité n'avaient encore été inventés, sans parler du fait que les Néandertaliens ne savaient pas construire de maisons et vivaient souvent dans des grottes. Pourtant, l'une de ces grottes ressemble énormément à un immeuble d'habitation. Elle est située à l'intérieur d'un haut monolithe calcaire, connu comme étant le rocher de Gibraltar. Si les Néandertaliens avaient possédé une économie, les grottes à l'intérieur de ce rocher auraient certainement coûté une fortune. Des marins l'ont découverte en 1907, tout simplement en remarquant un grand trou à l'intérieur de l'imposant rocher. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont étudié cet endroit et ils y ont trouvé des traces de Néandertaliens. Ils ont découvert des outils anciens dans la grotte ainsi que des ossements d'animaux. Mais le plus cool, c'est qu'ils ont trouvé pas moins de 4 grottes à l'intérieur du rocher. C'était comme un petit complexe résidentiel. Les Néandertaliens vivaient aux côtés de leurs voisins et s'entraidaient pour la chasse et la pêche. Ils décoraient leur demeure de plumes et dessinaient des formes abstraites sur les murs. Imagine-toi que ces anciens hominidés passaient leur temps dans ces grottes il y a 100 000 ans. Et maintenant, ce sont les scientifiques qui passent tout leur temps à étudier en détail la vie de l'homme de Néandertal. Fin 2021, des archéologues ont découvert un trou ouvrant sur un tunnel à l'intérieur de l'une des grottes. Ils se sont glissés dans cette ouverture et ont dégagé un espace jusqu'alors inconnu sous le plafond de la grotte. Cet endroit était inaccessible depuis plus de 40 000 ans. Et il semble que cet été l'un des appartements les plus prestigieux de tout le complexe de la montagne. Il possède de hauts plafonds couverts d'anciennes stalactites. Des rideaux de pierre effondrés divisaient l'appartement en plusieurs pièces. Ces scientifiques ont aussi trouvé des restes d'animaux ainsi que des marques de griffes sur les murs. Il semble que les Néandertaliens n'aient jamais vécu ici, mais ils avaient l'habitude de visiter cet endroit. Les archéologues y ont également trouvé la coquille d'un escargot de mer appelé Nucella lapillus, ou pourpre de l'Atlantique. Un Néandertalien l'aurait apporté dans ce lieu pour une raison qu'on ignore. Mais les principaux propriétaires de cet endroit étaient les hyènes. Ces grottes montrent que les Néandertaliens étaient plus proches des humains que des singes. Ils avaient un mode de vie et même quelques coutumes propres. Il reste encore beaucoup de travail et les scientifiques espèrent faire de nouvelles découvertes à l'intérieur de ce rocher. Entre-temps, en 2003, des archéologues ont découvert une autre habitation ancienne sur l'île de Flores, en Indonésie. Au cœur de la jungle verdoyante, ils ont trouvé une grotte abritant des outils anciens. Au début, tout le monde a pensé que nos ancêtres humains avaient vécu ici. Mais peu après, les scientifiques sont tombés sur un étrange squelette d'adulte. Une analyse approfondie a montré que le squelette appartenait à une femme de 30 ans mesurant 1 mètre, soit à peine un peu plus que la moitié d'un adulte moyen. Le poids de la femme était égal à celui d'un berger allemand adulte. Le squelette n'appartenait ni aux Néandertaliens ni aux Australopithèques. Il s'agissait d'une nouvelle espèce inconnue que les scientifiques ont baptisée Homo floresiensis et surnommée le Hobbit. Il y avait aussi des restes d'animaux anciens encore jamais vus dans la grotte. Il y avait un éléphant de la taille d'une vache, de grandes cigognes et des rats géants. Les archéologues ont découvert que les hobbits n'étaient pas les propriétaires de cet endroit. Les principaux habitants étaient des rats gros comme des chats. Ils se battaient peut-être comme les hobbits d'ailleurs. Des analyses ont démontré que l'Homo floresiensis n'était pas notre ancêtre direct. Il fait partie d'une branche distincte de l'évolution. Le squelette des hobbits ressemble davantage à celui d'un singe qu'à celui d'un humain moderne. En 2009, dans la jungle luxuriante du Vietnam, des archéologues ont découvert la grotte Hang Son Doong, la plus vaste du monde. Si tu entres dans cette grotte et que tu cries, tu entendras ton écho pendant longtemps. À certains endroits, la hauteur de cette grotte atteint la moitié de la hauteur de l'Empire State Building. Et sa superficie totale est plus grande qu'un pâté de maison du centre de New York. Hang Son Doong est l'une des 3 grottes de la jungle vietnamienne. De nombreux labyrinthes relient ces grottes. À l'intérieur, tu peux trouver des plantes et des arbres uniques qui vivent complètement coupés du monde extérieur. C'est une véritable jungle souterraine. À certains endroits, on trouve des plafonds effondrés qui laissent entrer la lumière du soleil. En plus de la flore peu commune, tu y verras de très anciennes stalactites. Certains dépôts de calcaire ont plus de 450 millions d'années. Ils étaient là avant même l'apparition des dinosaures. Il y a aussi de nombreuses rivières dans la grotte.
L'eau de pluie qui tombe par les trous des plafonds les a formés au cours des siècles. Ces ruisseaux rapides ressemblent aux toboggans d'un parc aquatique. Ils conduisent à des labyrinthes souterrains que personne n'a encore vus. Les scientifiques n'ont étudié qu'une petite partie de toutes ces grottes. La grotte suivante, elle aussi des plus étranges, se trouve en Nouvelle-Zélande. Des centaines de milliers de lucioles vivent à l'intérieur. Chacune d'entre elles brille d'une lumière bleutée. Ensemble, elles illuminent la grotte. Tu auras peut-être l'impression d'être sur une autre planète, mais tu ne pourras pas rester très longtemps. Il y a partout des appareils pour mesurer l'air. Les scientifiques veillent à ne pas excéder le niveau de dioxyde de carbone nécessaire à l'existence des lucioles. Ces insectes sont très sensibles à l'environnement. S'il y a trop de monde dans la grotte, ou si les gens restent trop longtemps, le personnel du parc leur demandera de quitter les lieux. C'est comme si tu volais l'oxygène des lucioles. Nous avons donc vu quelques grottes plutôt étonnantes. Mais que dirais-tu d'une grotte effrayante ? Nous allons pour cela dans le désert de la province d'Al-Mara, au Yémen. Ce que nous cherchons n'est pas une grotte, c'est juste un trou noir dans le sol, en plein milieu du désert. Il est grand, de la taille d'un terrain de basket. Ce n'est pas sa taille qui est effrayante à vrai dire, mais ce qui se trouve à l'intérieur. Les scientifiques ne sont toujours pas sûrs de ce que c'est. Des profondeurs de ce gouffre noir, une odeur dégoûtante d'œufs pourris se dégage constamment. Et parfois, on peut entendre des sons étranges et terrifiants. La noirceur du trou géant du Yémen absorbe tous les rayons du soleil. Tu ne verras donc pas ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, même avec une puissante lampe de poche. Des gens ont survolé cet endroit en hélicoptère. Ils l'ont filmé à l'aide de drones et des puissants objectifs, mais ils n'ont rien pu immortaliser, si ce n'est l'obscurité totale. On dirait une énorme tache d'encre au milieu du sable doré. Les habitants même ont peur de s'approcher de cet endroit. Ils pensent que la grotte conduit vers une autre dimension où vivent des créatures maléfiques. Pour l'instant, le trou du Yémen est l'un des phénomènes les plus mal étudiés et les plus mystérieux de notre monde naturel. Comment est-il apparu ? Depuis quand existe-t-il ? Où mène-t-il ? Nos scientifiques tentent de trouver des réponses à ces questions. Selon certaines théories, le trou serait apparu à cause de travaux de construction. Des géologues auraient foré le sol à proximité à la recherche de minéraux. Cela aurait provoqué des mouvements dans la croûte terrestre et causé l'effondrement de la surface. Mais personne ne peut prouver cette théorie. Tout au moins, pas encore. Et maintenant, imagine un endroit où la lumière du soleil n'a pas pénétré depuis plus de 5 millions d'années. Il y a peu d'oxygène dans cet endroit qui est froid et humide. Pourtant, la vie y a quand même fait irruption, pas seulement sous la forme de microbes et de bactéries, mais aussi de créatures plus grandes. Les conditions de vie dans cette grotte sont très différentes des conditions que l'on connaît. Alors, dans un sens, cette grotte est un peu comme une autre planète. Il s'agit de la grotte de Movile, située dans le sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire. Son entrée est un petit trou dans le sol. À l'intérieur, un tunnel mène profondément sous la surface. Les niveaux de sulfure d'hydrogène et de dioxyde de carbone y sont supérieurs à la normale. L'air ici contient moitié moins d'oxygène qu'à la surface. Il est donc impossible pour les humains d'y demeurer sans bouteille d'oxygène. Mais les animaux qui vivent là se portent très bien. Cette grotte abrite 48 espèces d'organismes vivants. 33 d'entre elles nous sont encore inconnues. Ici, tu rencontreras des insectes extraordinaires, des escargots blancs et des araignées blanches elles aussi, des mille-pattes avec d'énormes moustaches, des crevettes transparentes et des espèces uniques de sangsues. Tous vivent dans ce lieu grâce aux petits organismes autotrophes. Ils absorbent le dioxyde de carbone et libèrent des particules de nourriture. Les bactéries s'en nourrissent, d'autres organismes plus grands se nourrissent de ces bactéries, et d'autres organismes plus gros encore mangent les plus petits. Au final, tout le monde se nourrit. Dans cette grotte, l'évolution a créé un système biologique complètement séparé du reste du monde. Des scientifiques ont mis au jour une pyramide inconnue, enfouie sous les sables de Judée. Après quelques fouilles, ils ont découvert qu'elle renfermait des trésors demeurés intacts pendant près de 2 millénaires, ainsi que des secrets historiques auxquels nous n'avons accès que maintenant. Sur le site de la forteresse de Zoar, située à 800 mètres au-dessus de la mer Morte, des archéologues recherchèrent des manuscrits susceptibles d'apporter de nouvelles informations sur l'histoire du lieu. Ces fouilles s'inscrivaient dans une vaste campagne de longue date, visant à protéger les sites contre le pillage et les excavations illégales.
Ce qu'ils ne s'attendaient pas à découvrir, c'était une structure en forme de pyramide, érigée au sommet d'une colline et composée de pierres taillées à la main, chacune pesant plusieurs centaines de kilos. D'abord persuadés d'être face à une tombe, les experts remarquèrent vite la forme des murs d'origine et comprirent que le monticule était une construction. Ils constatèrent aussi que quelqu'un avait creusé au sommet, probablement des pillards ayant repéré des richesses enfouies. Par chance, la majeure partie de la structure demeurait enfouie sous le sable, dissimulant ainsi les découvertes les plus précieuses. Au cours de la première semaine de fouilles, les bénévoles mirent au jour des fragments de papyrus, des vases en bronze et même des meubles anciens, tous remarquablement bien conservés. Le climat désertique s'était révélé un allié précieux pour la préservation de ces artefacts au fil des millénaires. Grâce à un air extrêmement sec, la formation de moisissures était empêchée, ce qui protégeait les matériaux organiques, comme le bois et les fibres, contre les fissures et la déformation. Les premières hypothèses supposaient que la pyramide avait été érigée durant la période du premier temple. Toutefois, de récentes découvertes ont révélé qu'elle était plus récente et daterait de l'époque hellénistique. Puisque la structure remonte à environ 2200 ans, les chercheurs estiment qu'elle aurait été construite peu après la mort d'Alexandre le Grand, célèbre roi de Macédoine. À cette époque, ces généraux se partagèrent l'ancien empire séleucide. Ptolémée prit le contrôle de l'Égypte et des territoires voisins, y compris la région de la mer Morte, tandis que Séleucos s'empara du nord, qui correspond aujourd'hui à une partie du Moyen-Orient. On ignore encore si la pyramide fut érigée sous l'autorité des Ptolémées ou des Séleucides, car des monnaies des deux royaumes ont été découvertes sur le site. Toutefois, la majorité des spécialistes penchent pour une construction réalisée à l'époque où la région se trouvait sous domination ptolémaïque. Des indices laissent également penser que l'édifice, malgré sa remarquable solidité, s'est effondré à un moment donné. Cependant, ce n'est pas la cause de son abandon par les anciens Égyptiens, ce qui soulève une question essentielle. Quelle était sa véritable fonction ? Certains avancent l'hypothèse d'un tombeau, en raison de son emplacement privilégié au sommet d'une colline. D'autres supposent qu'il aurait pu servir de monument commémoratif. Néanmoins, l'une des théories les plus convaincantes soutient que la pyramide fut utilisée comme tour de guet, protégeant une importante route commerciale empruntée pour transporter le sel et le bitume de la mer Morte vers les ports côtiers. Les chercheurs estiment aussi qu'elle aurait pu servir de point de collecte des taxes pour les fonctionnaires du royaume lagide, comparable à nos péages modernes ou aux actuelles agences d'inspection portuaire. Bien que le contenu des papyrus reste inconnu, il semble très probable qu'ils aient été rédigés en alphabet grec. Certains experts avancent même qu'il pourrait s'agir de documents fiscaux, ce qui correspondrait parfaitement à l'hypothèse selon laquelle la pyramide servait d'avant-poste. L'équipe qualifie cette énigme de fascinant mystère historique que les fouilles contribuent peu à peu à élucider. Cependant, cette découverte n'est qu'une infime pièce d'un vaste puzzle archéologique. Les recherches s'inscrivent dans un projet de grande ampleur mené depuis de longues années. Rien que durant les 8 dernières, les équipes ont exploré près de 180 km de falaises désertiques et identifié environ 900 grottes dans ce périmètre. Grâce à l'usage de la descente en rappel, d'équipements perfectionnés et de méthodes de documentation avancées, les archéologues ont mis au jour des milliers d'objets rares. Rouleaux cachés, outils d'ébénisterie, tapis, pièces de cuir, ainsi que divers trésors d'une valeur historique inestimable. Pour eux, le désert de Judée s'apparente à un coffre-fort ancestral, encore scellé, qui ne demande qu'à livrer ses secrets. Quelques années avant la découverte de la mystérieuse pyramide, une grotte avait été mise au jour. Elle avait servi de refuge à des rebelles hébreux près de 1900 ans auparavant. Située à environ 80 mètres, sous le sommet d'une falaise et difficile d'accès, le site n'avait jamais été exploré jusque-là. À l'intérieur, les archéologues ont découvert des fragments inédits des célèbres manuscrits de la mer Morte, contenant des passages religieux rédigés en grec. Grâce à l'excellent état des papyrus, 11 lignes de texte purent être reconstituées, permettant ainsi aux scientifiques d'en analyser et d'en identifier précisément l'étymologie. L'aspect le plus remarquable demeure l'état de conservation exceptionnel des découvertes. Grâce aux conditions arides et à la chaleur constante du désert, ces artefacts sont restés intacts pendant des millénaires. Les fouilles ont également révélé d'autres trésors insoupçonnés, des pièces rares, un squelette partiellement momifié vieux de plus de 6000 ans, dont subsistaient encore peau, tendons et mèches de cheveux. Parmi les trouvailles figure aussi un large panier tressé en fibres végétales, considéré comme le plus ancien au monde, âgé de plus de 10 000 ans. Capable de contenir près de 100 litres et fabriqué environ un millénaire avant l'invention de la poterie. Parmi ces trésors historiques,
Un autre a particulièrement retenu l'attention de la communauté scientifique, un petit fragment de tissu âgé d'environ 3800 ans. Mais il ne s'agit pas d'un simple morceau de textile. Teint avec la rare couleur écarlate, citée à de nombreuses reprises dans les anciens textes religieux, cette pièce constitue la plus ancienne preuve connue de tissu coloré à partir d'insectes appelés cochenilles, responsables de cette teinte rouge intense. Ce pigment était très prisé, au même titre que le bleu royal ou la pourpre, car les insectes vivaient dans les chênes et ne pouvaient être récoltés que durant une brève période de l'année. Ces teintures étaient donc réservées aux tissus sacrés, tels que les vêtements des prêtres, signalant statut et importance religieuse. Bien que ce fragment soit d'une grande valeur archéologique, sa taille reste minuscule, moins de 2 ou 3 cm. Le fragment fut découvert en 2016 lors de fouilles dans la dite grotte des crânes. On ignore comment ce tissu y est parvenu. Selon les experts, il démontre que l'on savait déjà teindre les fibres de laine il y a environ 3800 ans. Il apporte également la preuve que l'industrie textile antique employait déjà des animaux, à peu près au moment où les hommes commençaient à produire des sources écrites. Les tissus colorés avec ce type de teinture apparaîtront plus tard, mais ce fragment reste bien plus ancien que tout autre exemplaire connu, ce qui le rend tout à fait exceptionnel. Une autre découverte marquante remonte à 1980, lorsqu'une graine vieille de plus de 1000 ans fut retrouvée et a donné naissance à un arbre mystérieux surnommé Sheba. Les scientifiques ont consacré 14 années à sa culture, et l'arbre atteint aujourd'hui environ 3 mètres de haut. Ils ont ensuite émis l'hypothèse qu'il pourrait appartenir à une lignée éteinte ayant jadis prospéré dans la région. La graine remonte à une période comprise entre 993 et 1202 de notre ère, et l'on estime que Sheba pourrait être un arbre biblique traditionnellement associé à la guérison. Bien que l'espèce exacte n'ait pu être déterminée, puisque l'arbre n'a pas encore fleuri, il appartient au genre Commiphora, apparenté à des plantes africaines renommées, comme l'arbre à myrrhe. Mais le temps a révélé une particularité encore plus remarquable. Ses feuilles et résines contiennent des composés aux propriétés médicinales, antioxydantes et apaisantes pour la peau. L'arbre pourrait donc représenter une lignée oubliée, dont la résine, mentionnée dans des textes anciens, possédait une valeur thérapeutique. Cela illustre la manière dont les anciens pratiquaient la médecine botanique. Sécante, cosinus, tangente, sinus, 3,14159. C'était le cri de ralliement du club de trigonométrie à l'époque. Pour tous les autres élèves du cours de mathématiques, des termes tels que sinus, tangente et pi étaient tout simplement déconcertants. Qui les a inventés et pourquoi? Leur seul but était-il de rendre les choses plus difficiles pour les élèves? Eh bien, pas tout à fait. La trigonométrie a été inventée par les anciens Égyptiens. Ils avaient besoin de ces connaissances pour construire leurs pyramides, et ils ont fait du bon travail. La grande pyramide de Gizeh est toujours debout aujourd'hui, quelques 4500 ans après sa construction. Et personne n'a fait de réclamation. Sortons donc de cette salle de classe et partons pour un voyage dans le temps, afin de percer les secrets de la précision des anciens Égyptiens. Vous voici sur le chantier de la Grande Pyramide, à une quinzaine de kilomètres du Caire en Égypte. La ville n'est pas encore là. Vous n'êtes entouré que du désert et des nombreux ouvriers. Ils transportent de gros blocs de pierre pesant chacun 2,5 tonnes. Ces blocs se trouvent sur des traîneaux de bois qui eux-mêmes reposent sur de gros cylindres. Une équipe de 8 hommes fait rouler ces blocs en avant. Cela fait tout de suite penser au rouleau d'une caisse enregistreuse de supermarché. Le principe est exactement le même, mais l'échelle est plus grande, beaucoup plus grande. Les scientifiques estiment que les Égyptiens ont utilisé 2,3 millions de blocs de ce type rien que pour la Grande Pyramide. Et le bloc qui se trouve devant vous est l'un des plus légers. Le plus lourd d'entre eux pesait près de 15 tonnes. Mais d'où venaient tous ces blocs? La plupart provenaient de carrières situées autour de Gizeh. Ce n'est pas très impressionnant, pensez-vous. Mais attendez de savoir comment les ingénieurs de l'Antiquité ont transporté du granit sur 800 km jusqu'à la pyramide. À l'époque, il n'y avait ni chemin de fer, ni autoroute. Mais il y avait le Nil, ce fleuve puissant. Les chercheurs pensent même que les Égyptiens ont creusé un canal pour relier le Nil directement au site de construction des pyramides. Il suffisait alors d'attendre le début de la saison des crues, et le tour était joué. La montée des eaux faisait flotter les lourds blocs de pierre.
Mais comment ont-ils ensuite soulevé tous ces énormes cailloux sur la terre ferme pour les empiler ainsi jusqu'au sommet? Disposaient-ils de grues gigantesques? Les anciens Égyptiens ont contourné ce problème, littéralement. L'un des ouvriers vous montre maintenant la rampe géante qui fait le tour de la pyramide qu'ils sont en train de construire. C'est ainsi qu'une route de montagne se ferait un chemin en zigzag jusqu'au sommet. Si la rampe rejoignait directement le sommet de la pyramide, les ouvriers ne pourraient pas s'en servir pour tirer les blocs de pierre. Elle serait trop abrupte. Les scientifiques ont calculé que l'inclinaison maximale était de 8%. Les anciens Égyptiens ont donc simplement prolongé la rampe autour de la pyramide. Encore une fois, il ne s'agit que de théorie, car la rampe aurait pu se trouver à l'intérieur de la pyramide, comme le suggèrent certains chercheurs. La méthode de construction exacte reste un mystère, gardé jalousement par le Sphinx. C'est son vrai nom, n'est-ce pas? Eh bien c'est faux. Le grand Sphinx n'est que le pseudonyme de la statue. Vous savez, ce nom que prennent les écrivains lorsqu'ils veulent se cacher leur véritable identité, ou le nom de scène d'un chanteur. Le véritable nom du Sphinx, traduit de l'égyptien, signifie Horus à l'horizon. C'était le nom de la divinité égyptienne du ciel. Le mystère ne s'arrête pas là. Un homme passe devant vous avec un seau de peinture. Il va ajouter une touche de couleur au grand Sphinx. Les chercheurs ont trouvé des taches de cette couleur rouge à côté de son oreille. Il s'agit d'une peinture très résistante, qui a tenu pendant des milliers d'années. Vous vous tenez maintenant en face du Sphinx. Vous levez les yeux. Il est très grand, n'est-ce pas? 20 mètres, pour être précis. Résistez à l'envie de prendre un selfie. Allez, vous pouvez le faire. Vous remarquez maintenant autre chose. On dirait que le Sphinx se trouve au centre d'un triangle géant. C'est l'un des côtés de la grande pyramide. Et non, vos yeux ne vous jouent pas des tours. Le Sphinx se trouve vraiment au centre de la face latérale de la pyramide. C'est ici que les mathématiques entrent en jeu. Une pyramide a 4 faces, appelées faces latérales. Il y a aussi une 5e face, la base, mais elle n'est pas visible. C'est, vous l'avez deviné, la face cachée. Le Sphinx a un dernier mystère à révéler, son âge. Les scientifiques s'accordent à dire que c'est le pharaon Képhren qui l'a construit. Il a régné après son père qui avait construit la grande pyramide, toute proche. Les 2 structures ont donc été achevées à la même époque. Mais revenons à nos jolis nombres. Vous avez entendu parler de Cléopâtre, cette princesse égyptienne dont on dit qu'elle était d'une grande beauté? Elle a vu les pyramides, mais elle vivait plus près de l'époque du premier iPhone que de celle des bâtisseurs de pyramides. Fascinant, non? Vous pouvez voir des milliers de personnes autour de vous. Ils travaillent dur pour construire le tombeau du pharaon. Mais combien sont-ils exactement? Un philosophe grec a estimé qu'il y avait jusqu'à 100 000 ouvriers. Ce chiffre semble acceptable pour une structure aussi gigantesque, mais il ne peut pas être correct. La science ne peut tout simplement pas confirmer ce chiffre. Les égyptologues estiment le nombre total d'ouvriers à 30 000. Et oui, Indiana Jones était l'un d'entre eux, du moins sur le grand écran, mais il est arrivé en retard. Les égyptologues en savent beaucoup sur les pyramides, mais ils ne savent pas tout. Non pas parce qu'ils ne veulent pas savoir, mais parce qu'ils n'ont pas encore recueilli suffisamment de preuves. Ils ne peuvent que supputer le processus de construction. D'abord, les ingénieurs arrivaient pour choisir le bon endroit et prendre les mesures nécessaires. C'est pour cela qu'ils avaient besoin de toutes ces mathématiques compliquées. Ensuite, il fallait s'approvisionner en matériaux, les gros blocs de pierre dont j'ai parlé plus haut. Les bateaux les livraient à l'emplacement de la future pyramide, et les ouvriers pouvaient enfin s'atteler à la tâche. Ils travaillaient en petits groupes, mais ils étaient au moins 2000 à ciseler et à sculpter à tout moment. Cela ressemble à un chantier d'aujourd'hui? C'est très similaire, mais ça se passe il y a des milliers d'années. Il est étonnant de voir ce que les Égyptiens de l'Antiquité étaient capables de réaliser avec des outils en cuivre et en pierre. La pyramide est maintenant terminée. Mais s'agit-il de la même pyramide que celle que nous voyons aujourd'hui? Pourquoi cette structure brille-t-elle sous le soleil du désert? N'est-elle pas censée être d'un jaune poussiéreux? Eh bien non. Au fil du temps, l'activité humaine et les éléments ont complètement décapé la couche extérieure des pierres. Des artisans experts avaient poli ces blocs en utilisant uniquement de la pierre et du sable. Le résultat final était une pierre lisse et brillante. Le jour de son achèvement, la grande pyramide de Gizeh était un triangle de lumière parfait. Ses faces polies étaient crantaux comme des miroirs géants, reflétant le puissant soleil égyptien. C'est à ce moment-là que vous devez mettre vos lunettes. La chose brillante que vous voyez au sommet de la pyramide est en réalité faite d'or. On appelle pyramidion la pierre de couronnement que l'on place tout en haut d'une pyramide. Elle était recouverte de feuilles d'or.
Comme vous pouvez le deviner, ce sont ces pierres qui ont disparu en premier. Avant de vous ramener dans votre salle de classe, nous allons faire un autre arrêt. Nous nous rendons dans les îles britanniques. Et non, ce n'est pas à Stonehenge que nous allons. Il s'agit de Newgrange, dans le comté de Meath. Les scientifiques estiment que les anciens peuples d'Irlande ont construit ce monument de pierre aux alentours de 3200 ans avant notre ère. Il est donc plus ancien que Stonehenge et que la grande pyramide de Gizeh. La fonction du monticule circulaire de Newgrange est la même que celle de la grande pyramide et est tout aussi mystérieuse. On estime à plus de 220 000 tonnes le volume de pierres détachées présentes dans la vallée. Et il ne s'agit pas de pierres jetées au hasard sur une pile. L'ordre dans lequel elles sont disposées rend la structure imperméable. Cela expliquerait comment Newgrange a pu tenir si longtemps. N'avez-vous pas soudain envie de vous procurer un étui bien étanche pour votre téléphone ? Vous êtes de retour à votre pupitre. Mais le cours de mathématiques d'aujourd'hui est la dernière chose à laquelle vous pensez. Vous pensez à la grandeur des pyramides égyptiennes. Et vous vous demandez si nous avons quelque chose de semblable aujourd'hui. Eh bien, sachez que les ingénieurs modernes sont tout aussi impressionnés que vous par la grande pyramide. On trouve une pyramide de verre dans la cour principale du célèbre musée du Louvre à Paris. Le panorama de San Francisco ne serait pas complet sans la Trans-America pyramide de 48 étages. Mais c'est à Las Vegas que l'on est allé le plus loin. C'est dans cette ville que se trouve l'hôtel Luxor. Il est très grand. C'est même la 3e plus grande pyramide de la planète. Et devinez ce qui se trouve juste devant. Oui, une réplique du Sphinx. Elle mesure 33,5 mètres de haut, soit 2 étages de plus que celle de Gizeh. Eh oui, tout est plus grand à Las Vegas. Est-ce que tu sais qui était Nikola Tesla ? Tu as certainement entendu parler des grandes pyramides d'Égypte. Et si je te disais que Tesla a peut-être découvert l'ancien mystère qui entoure 16 pyramides ? Pardon ? Un mélange de science et d'archéologie ? Eh non. Il est fort probable que les pyramides ne soient pas si énigmatiques après tout. Mais tout d'abord, voici ce que nous savons sur les pyramides. Qu'ont-elles de si mystérieux ? Ce ne sont que de vieux monuments bizarres, n'est-ce pas ? L'une des plus grandes questions concerne leur construction. Certains pensent qu'elles furent bâties à la force du poignet et à la sueur du front, d'autres qu'une source d'énergie inconnue de l'homme moderne fut utilisée pour les ériger. Et si des extraterrestres nous avaient aidés ? Probablement pas. Mais cette idée d'une mystérieuse énergie employée à l'édification des pyramides existe depuis très longtemps. Même dans les textes anciens, comme les textes des pyramides, il est dit « Les dieux nous ont donné de quoi construire une grande puissance. Il se peut donc que quelque chose d'incroyablement puissant ait participé à cette prouesse architecturale. Qui sait ?» Au début des années 1900, Tesla commença à s'intéresser aux grandes pyramides d'Égypte. Il lut de nombreux ouvrages sur ces antiques structures et fut époustouflé par la quantité d'énergie qu'elles semblaient dégager. À l'époque, peu de gens connaissaient l'électricité. Et notre scientifique se demanda si les pyramides ne cachèrent pas une technologie avancée. Il se dit que leur puissance pouvait être liée à l'électromagnétisme, et il consacra beaucoup de temps et d'efforts à tenter d'en savoir plus. Il avait des théories assez bizarres pour l'époque. Il pensait que les pyramides contenaient une charge électrique et qu'elles alimentaient en énergie les zones environnantes. Il croyait également que des cristaux étaient à la source de cette énergie. Selon lui, ces cristaux super puissants se trouvaient à l'intérieur des pyramides et pouvaient contrôler les champs électromagnétiques. Mais ce n'est pas tout. Tesla pensait également que les matériaux utilisés pour construire ces monuments avaient des propriétés leur permettant de capter l'énergie du soleil et de la lune, et pas seulement en petite quantité. Il pensait que les pyramides pouvaient créer un champ d'énergie assez puissant pour éclairer des villes entières et même illuminer des zones plongées dans l'obscurité. On les utilisait comme des sortes de centrales électriques géantes afin de produire de l'énergie et faire fonctionner des machines. Les pyramides étaient liées, d'après Tesla, à une énergie cosmique employée pour l'éveil spirituel et la guérison des maux. Plutôt New Age, n'est-ce pas ? Ces hypothèses n'étaient pas d'origine fantaisiste. Il avait sérieusement étudié tous les documents disponibles sur les pyramides, des objets aux textes anciens en passant par les hiéroglyphes et les dessins.
Et il en avait conclu que les pyramides avaient été conçues comme des amplificateurs d'énergie et aussi qu'une mystérieuse source d'énergie avait été utilisée pour les construire. Certains pensaient que Tesla n'était qu'un excentrique avec de folles théories. Mais ces idées ont eu un impact considérable sur la façon dont nous percevons les pyramides aujourd'hui. Depuis quelques années, des chercheurs et des universitaires étudient ces découvertes et les utilisent pour lever le voile sur certains des plus grands mystères qui entourent ces anciennes structures. Par exemple, des scientifiques ont récemment mené des expériences théoriques pour analyser comment la Grande Pyramide réagirait à certaines ondes radio. Ils ont découvert qu'elle pouvait capter les ondes radio d'une certaine longueur et faire ensuite converger leur énergie de ces salles à sa base. Les scientifiques ont effectué de nombreux calculs pour parvenir à cette conclusion. Ils ont d'abord réfléchi aux longueurs d'onde qui fonctionneraient le mieux. Ils ont ensuite modélisé la réaction de la pyramide à ces ondes et ils ont calculé la quantité d'énergie qui serait absorbée ou diffusée. Enfin, ils ont étudié comment l'énergie se déplacerait à l'intérieur de la pyramide une fois captée par la structure. Pour expliquer tout cela, ils ont employé ce que l'on appelle l'analyse multipolaire, qui consiste à décomposer un objet complexe en éléments simples. Il est alors possible de voir comment chaque partie réagit à l'énergie. C'est un peu comme lorsqu'on défait un puzzle pour voir comment chaque pièce s'emboîte avec les autres. Les chercheurs s'intéressent à la manière dont tout cela pourra nous servir. Ils cherchent à fabriquer des particules capables de faire la même chose que les pyramides, mais avec de la lumière. En modifiant la taille, la forme et la matière de ces particules, ils peuvent contrôler la façon dont la lumière se déplace autour d'elles. Cela peut s'avérer très utile pour la fabrication de minuscules capteurs ou de cellules solaires très efficaces. Les scientifiques ont dû faire quelques suppositions au cours de leurs recherches. Ils ont imaginé qu'il n'y avait pas d'espace caché à l'intérieur des pyramides et que les matériaux utilisés pour les construire étaient tous identiques. Et ils sont ainsi parvenus à faire des découvertes assez impressionnantes. Mais son étude des pyramides n'est pas l'unique témoignage du génie hypermoderne de Tesla. Nombreuses sont ces théories qui paraissaient irréalistes à l'époque, mais que des scientifiques réévaluent aujourd'hui pour des applications pratiques. Parlons du projet le plus ambitieux de Tesla, la tour de Wardenclyffe. En 1900, Tesla était déjà un grand nom de l'ingénierie électrique en Amérique. Cette invention étonnante et le fait qu'il ait réussi à surpasser Thomas Edison dans la guerre des courants impressionnait les gens. Mais Tesla ne se reposa jamais sur ses lauriers. Il décida ensuite de se lancer dans son projet le plus ambitieux, la tour de transmission de Wardenclyffe. Construite entre 1901 et 1905, elle est fondée sur l'une des idées les plus révolutionnaires de Tesla. Il souhaitait rendre l'impossible possible en créant un système mondial de communication sans fil. Ce système utiliserait la Terre elle-même comme conducteur, transmettant de la musique, des informations, des rapports boursiers, des communications militaires sécurisées et même des images en fac-similé. Cela te rappelle quelque chose? Oui, cela ressemble à l'Internet que nous utilisons aujourd'hui, mais sans aucun câble. Mais Tesla avait un rêve encore plus grand, transmettre de l'énergie sans fil. Il avait déjà prouvé qu'il était possible d'envoyer des signaux à haute fréquence grâce à son célèbre transformateur. Et par la suite, il fut obsédé par la transmission d'énergie sans fil. Sa vision était non seulement de transformer la façon dont nous communiquons, mais aussi de trouver un moyen de transférer des courants électriques à l'échelle mondiale en puisant dans l'énergie naturelle de la Terre. Tesla pensait qu'il existait une abondance d'énergie libre tout autour de nous et qu'elle pouvait être utilisée au profit de l'humanité. En 1899, il mena des expériences secrètes et fut convaincu qu'il était possible de transmettre de l'énergie électrique à travers la haute atmosphère terrestre. C'est ainsi que la tour de Wardenclyffe vit le jour. Elle était censée être la station prototype d'un réseau planétaire qui devait fournir de l'énergie sans fil au monde entier. Malheureusement, Tesla n'avait ni les ressources ni la confiance de ses investisseurs pour mener à bien ce projet. Il rencontra toutes sortes de problèmes financiers. Et en 1917, la tour inachevée fut finalement démolie et tout son matériel vendu afin de rembourser les dettes croissantes de notre génie. Aujourd'hui, elle nous rappelle tristement que les plus grands esprits ne parviennent pas toujours à réaliser leurs rêves. Cependant, le laboratoire de briques rouges est toujours là, le seul laboratoire de Tesla à avoir survécu. Un détail amusant. En 2017, une équipe de tournage a fait une découverte stupéfiante. Ils ont utilisé un géoradar pour explorer la zone autour de Wardenclyffe et ils ont trouvé toute une série de tunnels s'étendant sur des dizaines de mètres au-dessous du site. Personne ne sait exactement à quoi ils servaient,
mais on pense qu'il faisait partie du grand projet de Tesla. Warden Cliff est bien sûr un site important pour les fans du grand homme. Qui sait, peut-être quelqu'un parviendra-t-il un jour à percer le mystère de ces tunnels. Mais même si cela n'arrive jamais, l'héritage de Tesla continuera longtemps de nourrir l'imagination des scientifiques du monde entier. Avant d'aborder le pourquoi et le comment de la présence de pyramides dans le monde entier, parlons de quelques exemples. Je commencerai par la pyramide du Soleil au Mexique. Ces gens savaient vraiment comment construire une ville. Leur centre urbain bien planifié s'étendait sur plus de 1800 hectares et comportait plusieurs pyramides. Mais la pyramide du Soleil est la plus impressionnante. Cette structure gigantesque a été édifiée en l'an 100 de notre ère et est l'une des plus grandes constructions de ce type dans tout l'hémisphère occidental. Elle s'élève à 66 mètres au-dessus du sol. Si vous vous retrouvez un jour dans cette ancienne cité, vous ne pourrez pas manquer la pyramide du Soleil. Elle se trouve juste à l'est de l'allée des Morts, la principale rue nord-sud de la ville. Pour construire cette incroyable pyramide, environ 765 000 mètres de matériaux ont été utilisés, dont une roche volcanique rouge appelée Tezontle. Impressionnant, non? Nous en savons assez peu sur ceux qui ont construit cette pyramide et sur sa fonction, mais les archéologues pensent qu'il y avait autrefois un temple à son sommet. Dans les années 70, ils ont découvert un certain nombre de tunnels et de mystérieuses salles dans son sous-sol. En 2011, ils ont même trouvé une cachette contenant des pots en argile, des morceaux d'obsidienne, des os d'animaux, des figurines humaines et même un masque. Qui sait quels autres secrets se cachent dans cette pyramide? Si vous décidez de la visiter, vous devrez gravir les 248 marches inégales qui se trouvent sur sa face ouest. N'allez pas trébucher. Le Soudan a aussi ses pyramides. Les pyramides nubiennes ne sont pas aussi grandes que celles d'Égypte, mais il y en a quand même environ 200. Ces anciennes pyramides ont abrité pendant près de 1000 ans les tombes des pharaons du royaume de Méroé, qui régnaient sur l'Égypte de la Nubie à la mer Méditerranée. Les pyramides de Méroé ont été construites en granit et en grès rougeâtre. Et saviez-vous que le Soudan possède plus de pyramides anciennes que l'Égypte? Les pyramides couchites témoignent de l'architecture indigène et des traditions funéraires des royaumes de Napata et de Méroé en Nubie, que l'Égypte ancienne a influencé. Méroé, où ont été enterrés plus de 40 reines et rois, est le site pyramidal nubien le plus étendu. Les murs des tombes représentent des rois momifiés parés de bijoux, leurs coffrets en bois contenant des arcs, des carquois de flèches, et d'autres objets témoignant des relations et des échanges commerciaux avec les civilisations égyptiennes et grecques. Si vous souhaitez explorer des tombes anciennes, vous pouvez donc éviter les foules en Égypte et vous rendre au Soudan. Envolons-nous vers l'Irak à la découverte d'autres pyramides. Les ziggourats sont composés de strates successives et de temples étagés. Au lieu de murs lisses et droits, elles ont des étages, comme des gâteaux, qui permettaient la réalisation de travaux et la tenue de rituels importants. Ces structures imposantes sont disséminées dans tout l'Irak et l'Iran. Elles témoignent de la puissance et des compétences des peuples qui les ont construites. L'une des plus grandes et des plus impressionnantes ziggourats est celle d'Ur. Il s'agit d'une pyramide rectangulaire géante de 20 à 30 mètres de haut, surmontée de 3 niveaux de terrasses et d'un temple. Pouvez-vous imaginer le nombre de briques cuites qu'il a fallu pour construire cet édifice? 720 000 pour la seule partie inférieure. Cette ziggourate a été construite pour le roi sumérien Ur-Nama. Comme les autres, elle existe depuis des milliers d'années, ce qui explique qu'elle ait été un peu malmenée. Heureusement, le roi babylonien Nabuchodonosor II et quelques archéologues sont venus à sa rescousse, respectivement au 6e avant notre ère et au 20e siècle. Aujourd'hui, elle se trouve près de la base aérienne de Talil. La ziggourate d'Ur
a été construite en 2100 avant notre ère par le roi Ur-Nama, pour le dieu de la lune Nanna. C'était le plus haut bâtiment de la ville et on pouvait le voir à des kilomètres à la ronde. Il ressemblait à la flèche d'une cathédrale médiévale. Les gens y apportaient leur surplus agricole et obtenaient leur lot de nourriture en retour, mais c'était aussi un lieu spirituel. Malheureusement, le temple de Nanna, situé au sommet de la ziggourate, n'a pas survécu, mais nous possédons quelques briques bleues, vernissées, qui pourraient avoir fait partie de son décor. Les parties inférieures de la ziggourate sont tout de même étonnantes. Les architectes ont même percé des trous dans l'extérieur du temple pour permettre à l'eau de s'évaporer. Maintenant que nous avons exploré quelques-unes des pyramides de notre planète, élargissons notre perspective. On en trouve dans de nombreuses régions du monde. L'Égypte compte plus de 100 pyramides. Le Soudan en a le double, et des dizaines d'autres sont disséminées au Moyen-Orient et en Chine. Mais c'est en Amérique que l'on trouve le plus grand nombre de pyramides. Il y en a plus là-bas que dans toutes les autres parties du monde réunies. Ces pyramides sont situées au Mexique, au Guatemala, au Honduras et au Salvador. Voici un aperçu de l'évolution des pyramides au cours de l'histoire. La plus ancienne se trouve en Égypte. Il s'agit d'une pyramide à degrés, constituée de couches de pierres superposées. C'est au pharaon Snéfrou que l'on attribue la création de ce type de pyramide très connu. Au cours de son règne de 45 ans, il a construit 3 pyramides. Ses 2 premières tentatives ont échoué, mais il a finalement réussi avec la pyramide rouge, qui est considérée comme la première vraie pyramide. C'est son fils, Khéops, qui construisit la grande pyramide de Gizeh, la plus haute construction humaine sur Terre pendant près de 4000 ans. Les pyramides d'Amérique latine sont semblables aux premières pyramides à degrés égyptiennes, mais elles ont été construites indépendamment les unes des autres. Les pyramides du Soudan ont été construites vers 700 avant notre ère. Elles sont hautes, mais beaucoup plus étroites que celles d'Égypte. Comment toutes ces civilisations ont-elles pu construire ces édifices sans communiquer entre elles? Après tout, les Aztèques, les Mayas et les anciens Égyptiens étaient aussi différents que possible. Mais malgré leurs différences culturelles, ils semblaient tous d'accord sur une chose. Les pyramides étaient plutôt cool. Les pyramides à degrés sont présentes dans le monde entier parce que c'était le type de structure le plus pratique et le plus stable. Elles pouvaient être construites en hauteur sans matériaux légers comme le bois ou le métal. La forme triangulaire avec une base carrée est extrêmement stable comparée à une structure cubique qui nécessiterait plus de matériaux pour une hauteur moindre. En ce qui concerne la conception des pyramides, celle d'Égypte ressemblait à des triangles géants avec une base carrée, des côtés lisses et un sommet pointu. En revanche, les Aztèques et les Mayas ont préféré l'aspect d'un gâteau à étages, avec des marches menant à une plateforme au sommet. Ainsi, bien que toutes ces pyramides aient la même base, elles ont chacune leur propre style. Chaque groupe a construit ces pyramides en utilisant des inclinaisons, des techniques et des matériaux différents. Ainsi, même s'ils se sont parfois inspirés du travail des autres, ils sont restés originaux. Les pyramides égyptiennes avaient des faces lisses et inclinées conçues pour favoriser l'ascension de l'âme du pharaon. La pyramide du soleil a été construite au-dessus de grottes qui servirent de passage aux divinités. Les Mayas ont construit le temple de Kukulkan à Chichén Itzá pour honorer cette divinité que l'on représente généralement sous la forme d'un serpent. Surnommé El Castillo, il comporte 91 marches de chaque côté ainsi qu'une plateforme, soit 365 marches, une pour chaque jour du calendrier maya. Dites-moi les amis, comment les pyramides ont-elles été conçues? Pour commencer, ce sont des humains qui les ont construites, et non des extraterrestres débarqués sur Terre en soucoupe volante. Vous voyez, une chose que toutes les pyramides ont en commun, c'est qu'elles ont été bâties sans outils avancés et parfois même sans roues. Les ouvriers, qualifiés ou non, étaient nombreux, ainsi que les architectes. Par exemple, on estime qu'il fallut 20 000 personnes pour la grande pyramide de Gizeh, et que la plupart étaient de fins artisans. La construction d'une pyramide était une entreprise de grande envergure qui nécessitait des années de planification et d'efforts. Celle de Cholula, au Mexique, a nécessité 600 ans de travail.
d'intrigantes bulles de plasma semblent flotter autour des pyramides de Gizeh. Bien que cela puisse paraître étrange, clarifions immédiatement une chose. Il n'y a rien ici de surnaturel ni d'extraterrestre. Les bulles de plasma représentent des anomalies atmosphériques qui prennent naissance dans une couche spécifique de l'atmosphère terrestre appelée ionosphère. Cette enveloppe invisible entoure notre planète et s'étend sur une altitude approximative de 80 à 650 km, frôlant la limite de l'espace. Dans cette région, le Soleil, véritable fourneau céleste, chauffe les gaz et les transforme en particules électriquement chargées que l'on nomme plasma. Voici l'aspect captivant. Pendant la nuit, notamment près de l'équateur, ces particules subissent des perturbations. Lorsque certaines d'entre elles disparaissent simultanément en grande quantité, cela donne naissance à une bulle de plasma. Imaginez une vaste poche où le plasma est absent ou fortement réduit. Cependant, pour mériter l'appellation de bulle de plasma, le phénomène doit se manifester à une échelle considérable, avoisinant généralement les 100 km de diamètre. Si vous envisagez déjà un voyage en Égypte, jumelles en main pour inspecter les sommets des pyramides, sachez que ces bulles de plasma sont invisibles à l'œil nu. Elles se forment bien au-dessus de nos têtes. Hors de portée de notre vue, les scientifiques doivent recourir à des instruments spécialisés, tels que le radar ionosphérique de haute latitude, l'ARID, pour les détecter. Cet équipement de pointe permet d'étudier en temps réel le déplacement et la formation des bulles de plasma, un processus qui peut, par ailleurs, être déclenché par des tempêtes solaires. Cela nous conduit à novembre 2023, moment où une tempête solaire remarquable s'est produite. Sur une échelle de gravité allant de 1 à 5, cet événement a été classé G3, correspondant à une intensité forte. Les tempêtes solaires résultent des taches solaires, des zones plus sombres et plus fraîches à la surface du Soleil, qui émettent d'intenses bouffées d'énergie dans l'espace. Ces éruptions ont engendré plusieurs tempêtes géomagnétiques sur Terre. Bien que cela puisse évoquer des scénarios catastrophiques, l'impact sur notre quotidien a été relativement limité. En réalité, ce fut une excellente nouvelle pour les passionnés d'astronomie, car la tempête solaire a donné naissance à des aurores spectaculaires, visibles jusqu'en Grèce et en Turquie. Cependant, cette tempête particulière de 2023 a également entraîné une autre conséquence remarquable. Elle a produit la plus grande bulle de plasma jamais enregistrée par le LARID. Ce phénomène, d'une ampleur inédite, s'étendait sur des régions aussi reculées que les pyramides d'Égypte et les îles Midway dans l'océan Pacifique. Une telle distance est impressionnante, et ce phénomène représente un enjeu crucial pour la science. Les bulles de plasma posent en effet une menace croissante pour les technologies modernes. Selon les experts, elles peuvent perturber les communications satellitaires et les systèmes de navigation GPS. Ainsi, si vous utilisez Google Maps ou Waze et qu'ils perdent soudainement votre localisation, une bulle de plasma pourrait en être la cause. Nous comprenons donc désormais ce qui se passe avec ces bulles détectées au-dessus des pyramides de Gizeh. Cependant, les mystères ne s'arrêtent pas là. L'intérieur de la pyramide de Khéops révèle des phénomènes encore plus intrigants. Il semblerait qu'elle possède la capacité de concentrer l'énergie électromagnétique en son sein. Il y a quelques années, une équipe de chercheurs a voulu étudier ce phénomène en exposant cette architecture ancienne à des ondes radio. Ces ondes, semblables à celles utilisées par nos téléphones mais beaucoup plus longues, atteignent jusqu'à 600 mètres. Ne pouvant bombarder directement la pyramide avec ces ondes, les scientifiques ont opté pour une alternative plus pratique, la modélisation informatique. Grâce à ces simulations, les chercheurs ont mis au jour une découverte stupéfiante. La Grande Pyramide est capable de concentrer l'énergie électromagnétique non seulement dans ses chambres internes, mais aussi sous sa base, là où se situe une chambre inachevée. Par concentré, il faut comprendre quelque chose comme emprisonné. Prenons un exemple. Lorsque vous criez dans une grotte, vous entendez votre voix en écho. Les ondes sonores ne se dissipent pas immédiatement. Elles rebondissent et se focalisent. De la même manière, quand des ondes radio touchent la pyramide, elles ne se contentent pas de la traverser ou de l'éviter. Elles sont absorbées, rebondissent, puis se concentrent à l'intérieur et sous la pyramide. La liste des mystères entourant les pyramides égyptiennes ne s'arrête pas là. À l'intérieur de la Grande Pyramide, un long passage étroit conduit à ce qu'on appelle la chambre du roi. Située au cœur même de la structure, cette pièce est supposée avoir abrité la dépouille du pharaon Khéops, le souverain à l'origine de cette construction, dont le règne remonte à plus de 4000 ans.
Lorsque l'on pénètre dans la chambre du roi, deux éléments frappent immédiatement. L'acoustique remarquable du lieu et sa structure massive, intégralement revêtue de granit rouge. Ces deux caractéristiques semblent désormais reliées selon les conclusions de certains scientifiques. En effet, ils suggèrent que la chambre du roi pourrait capter ou amplifier l'énergie sonore provenant des autres parties de la pyramide. Autrement dit, cette salle aurait été spécifiquement conçue pour intensifier le son d'une manière unique à l'intérieur de l'édifice. Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs ont réalisé une expérience en chantant dans la chambre de la reine, située juste en dessous de la chambre du roi. Le résultat fut surprenant. La musique n'était pas perceptible dans les pièces souterraines inférieures, mais résonnait de façon claire et puissante dans la chambre du roi. Une hypothèse pour expliquer ce phénomène repose sur le type de pierre utilisé dans la chambre du roi, le granit rose. Ce matériau est reconnu pour ses propriétés piézoélectriques, ce qui signifie qu'il peut absorber l'énergie de son environnement, comme les vibrations sonores, et la transformer en énergie électrique. Cela implique que l'acoustique particulière de la chambre ne dépend pas seulement de sa forme, mais aussi du rôle actif joué par le granit dans l'amplification et la concentration des ondes sonores. Ces découvertes, selon les scientifiques, ouvrent de nouvelles perspectives de recherche sur les potentialités de la pyramide. Les anciens Égyptiens auraient-ils été capables d'exploiter l'énergie produite par les ondes sonores ou les vibrations naturelles de la Terre? Bien que cela puisse sembler improbable, les propriétés piézoélectriques du granit, bien documentées par la science moderne, rendent cette hypothèse plausible. Peut-être n'avons-nous fait qu'effleurer les véritables capacités des pyramides. Et si cela ne suffisait pas, d'autres éléments intrigants méritent notre attention, notamment l'emplacement parfait des pyramides. Il semble que leur constructeur ait aligné la pyramide de Khéops sur les points cardinaux, avec une précision quasi parfaite par rapport aux directions nord, sud, est et ouest. De nombreuses théories existent sur la manière dont ils ont accompli cet exploit. Mais une étude suggère qu'ils auraient utilisé l'équinoxe d'automne pour s'assurer de cet alignement. Lors de l'équinoxe, le soleil se lève et se couche précisément à l'est et à l'ouest, ce qui aurait grandement simplifié la tâche des bâtisseurs. En observant le soleil à cette période, ils auraient pu positionner les pyramides avec une précision remarquable. En prenant en compte ces faits étranges, l'alignement parfait, la capacité à concentrer les ondes radio et l'utilisation de matériaux susceptibles de générer de l'énergie électrique, il est légitime de se demander si les pyramides n'étaient pas destinées à remplir des fonctions bien plus complexes que de simples tombeaux. Nikola Tesla partageait cette idée. On raconte que l'inventeur et ingénieur célèbre nourrissait une fascination pour les pyramides égyptiennes et se demandait si elles pouvaient être des transmetteurs d'énergie géants. Selon lui, leur forme et leur position auraient pu les transformer en générateurs colossaux, capables de produire une énergie gratuite et illimitée. Certains chercheurs modernes soutiennent cette théorie, affirmant que ces monuments pourraient avoir été conçus comme d'immenses centrales électriques. Ils suggèrent que les constructeurs auraient peut-être découvert comment manipuler les ions, ces particules électriquement chargées présentes dans l'atmosphère, grâce à des matériaux comme le cuivre, l'or et l'argent, disposés autour des pyramides. Ainsi, il est tout à fait envisageable que les anciens Égyptiens aient mis au point une source d'énergie durable et renouvelable. Toutefois, malgré l'attrait de cette idée, nous ne sommes pas encore parvenus à la vérifier, laissant la véritable fonction des pyramides parmi les plus grands mystères de l'humanité. L'histoire raconte que deux jumeaux mayas adoraient les jouer au ballon. Bien sûr, ils étaient très doués, mais ils faisaient aussi beaucoup de bruit en jouant. Les seigneurs de la mort se sont vite montrés gênés par ce bruit et ont convoqué les deux garçons à un endroit que les Mayas appelaient Xibalba. Dès que les garçons sont arrivés à leur lugubre destination, les seigneurs de la mort ont commencé à leur faire passer une série de tests. Très vite, les jumeaux inexpérimentés ont échoué aux tests et ont perdu la vie. Mais ce n'était pas en vain. Ce triste événement a donné naissance à un bel arbre fruitier. Très vite, une jeune femme a vu un beau fruit sur cet arbre et s'est approchée pour le cueillir. La légende raconte que peu de temps après, elle a donné naissance à deux autres jumeaux, Unapu et Xbalanque. Tout comme leurs ancêtres, ces jumeaux étaient d'excellents joueurs de balle. Mais ils étaient tout aussi bruyants, et les seigneurs de la mort se sont de nouveau agacés.
Ils ont alors décidé de demander à cette paire de jumeaux de venir jouer à un jeu dans l'inframonde, pensant ainsi se débarrasser d'eux. Lorsque les jumeaux sont arrivés, les seigneurs les ont fait passer par un certain nombre d'endroits effrayants. Le premier était la maison des ténèbres, qui était très sombre. Ils ont ensuite traversé la maison des couteaux, où ils devaient éviter de se blesser. Les jumeaux ont ensuite fait un feu dans la maison du froid pour ne pas geler, et ont traversé la maison des jaguars, où ils ont réussi à persuader les animaux de ne pas les manger. Enfin, ils sont entrés dans la maison des chauves-souris, où ils semblèrent avoir perdu leur chance. L'une des chauves-souris a réussi à s'enfuir avec la tête de Hunahpu. Les seigneurs ont alors défié les jumeaux de jouer à la balle avec eux, mais les garçons étaient clairement désavantagés. Ixbalanque a placé une tortue sur les épaules de Hunahpu pour lui remplacer la tête qu'il avait perdue, et ils ont commencé à jouer. Alors que les seigneurs étaient distraits par un animal près de la cour, Ixbalanque a volé la tête de son frère et l'a remise à sa place. Aux grandes dames des seigneurs, les jumeaux ont alors réussi à égaliser la partie. Hunahpu et Ixbalanque ont continué à jouer une série de tours aux seigneurs de l'inframonde. L'un d'entre eux impliquait que Ixbalanque blesse Hunahpu, puis le ramène à la vie. Les seigneurs ont été tellement impressionnés par la performance des jumeaux qu'ils leur ont demandé de leur faire le même coup. Bien entendu, les jumeaux ont accepté. Mais après avoir exécuté leur tour sur certains des seigneurs, ils ont refusé de les ranimer. Voyant ce qui venait de se passer, les seigneurs de la mort ont reconnu leur défaite et ont demandé la vie sauve, promettant de ne plus jamais intervenir dans la vie des gens. Hunahpu et Ixbalanque étaient heureux d'avoir vengé leurs ancêtres et gagné le respect des seigneurs. La légende raconte que les seigneurs du ciel furent si impressionnés par les jumeaux qu'ils les emmenèrent vivre dans le ciel en transformant l'un en la lune, l'autre en le soleil. La civilisation maya a été l'une des sociétés indigènes les plus dominantes de l'histoire. Leur folklore et leurs traditions sont encore découverts et étudiés aujourd'hui. Les Mayas vivaient sur un territoire appelé Mésoamérique. Il s'agit de l'actuel Mexique et d'une partie de l'Amérique centrale, comme le Guatemala, le Belize, le Honduras, la péninsule du Yucatan et le Salvador. Ils ont vécu de 1800 à 900 avant notre ère et jusqu'à 900-1500 après notre ère. Outre leurs légendes impressionnantes, les Mayas étaient des inventeurs très habiles. Ils sont connus pour leur calendrier, leur système d'écriture, leurs méthodes agricoles et leur sport. Leur écriture, par exemple, a été retrouvée gravée sur des bâtiments et des monuments en pierre, ainsi que dans des livres rares et des poteries. Il s'agit d'un système composé de plus de 800 hiéroglyphes aux combinaisons variées. Chacun de ces signes représenterait une syllabe. Leur système d'écriture a été déchiffré par accident par Tatiana Proskuriakov, une Américaine qui avait d'abord étudié pour devenir architecte. N'ayant pas trouvé de travail dans son domaine, elle est finalement devenue une mayaniste à part entière, bien qu'elle n'ait pas reçu de formation académique. Ali Dik a été la première à remarquer que le glyphe maya grenouille renversée signifiait naissance, et que le glyphe mal de dents indiquait la date à laquelle le roi montait sur le trône. Cela a permis aux scientifiques de déterminer plus facilement les dates de naissance et les noms des souverains d'une dynastie maya donnée. Ils ont également inventé le concept de zéro, qui est considéré comme l'une des plus grandes innovations des mathématiques, de la physique et de l'histoire de l'humanité. Bien sûr, même à cette époque, les gens comprenaient l'idée de ne rien avoir, mais le concept de zéro en tant que nombre est une invention relativement récente. Un fait amusant à propos des Mayas est qu'ils aimèrent beaucoup les chapeaux. Plus leurs chapeaux étaient grands, plus ils étaient importants. Non seulement c'était une sorte de mode, mais cela leur donnait aussi l'impression d'être plus grands de taille, ce qui était très important pour leur esthétique. Les Mayas ont également élaboré l'un des calendriers les plus complexes de l'histoire de l'humanité. C'est le premier à utiliser le zéro comme valeur de remplacement. Leur calendrier s'est terminé le 21 décembre 2012, ce qui a amené certaines personnes à croire qu'il s'agissait de la fin du monde. Ce n'était évidemment pas le cas. Il se trouve que cette date coïncidait avec la fin d'un cycle d'années maya. Mais tu sais, même s'ils étaient très avancés en sciences et en astronomie, ils ont commis quelques erreurs. L'une d'entre elles consistait à croire que le monde était plat. Selon leur théorie, les 4 coins du monde étaient surveillés par les frères seigneurs qui empêchèrent le ciel de tomber sur leur terre. Mais il faut tirer un grand coup de chapeau à leur menu, car ils étaient des mangeurs de chocolat bien connus.
ils ont fait de la dégustation de chocolat une forme d'art. La boisson qu'ils préparaient ne ressemblait pas vraiment au chocolat chaud que nous apprécions aujourd'hui. Leur recette consistait à mélanger le cacao avec de l'eau, du miel, du piment, de la farine de maïs et d'autres ingrédients pour obtenir une boisson mousseuse et épicée. Le rituel de la consommation de cacao était un élément essentiel de leur célébration. Nous n'avons pas fini de découvrir tous les aspects étonnants de leur architecture et de leur civilisation. Il y a quelques années seulement, une pyramide maya a été découverte à Tonina, dans l'état mexicain du Chiapas. On estime qu'elle a plus de 1000 ans. Si elle a échappé si longtemps aux archéologues, c'est parce qu'elle était cachée sous ce que l'on croyait être une colline naturelle. Les ruines de 2 cités mayas ont été récemment découvertes dans l'état mexicain de Campeche. Pourquoi ne les avait-on pas découvertes jusqu'à présent? Parce qu'elles étaient cachées par une végétation très dense, ce qui rendait leur accès difficile aux archéologues. Les Mayas n'ont pas simplement disparu. Leurs descendants sont toujours là aujourd'hui, et nombre d'entre eux ont choisi de vivre sur les terres de leurs ancêtres. On les trouve par exemple au Guatemala, où les Mayas constituent que la majorité de la population. Globalement, l'ethnie Maya regroupe des personnes qui parlent différentes langues mayas, comme le yucatèque, le quiché, le kekchi ou le mopan. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'était une journée de spa, mais les Mayas aimèrent bien transpirer de temps en temps. Des huttes à sudation ont été découvertes autour d'anciens sites mayas. Elles étaient construites en pierre ou en adobe. Ces salles constituaient un élément essentiel de leur rituel de purification et de soins de santé. L'une des plus anciennes huttes à sudation a été découverte à Coelho, dans le nord du Belize, et semble remonter à 3000 ans. L'un des éléments les plus importants de la culture maya était un jeu de balle qu'ils appelaient pits. Il avait une signification à la fois politique et spirituelle. On peut voir des terrains de jeu de balle dans des parties importantes des sites archéologiques mayas. Le but principal du jeu était de faire passer une balle en caoutchouc à travers un cerceau de pierre très haut, sans utiliser les mains. En fait, il s'agissait d'une combinaison de football et de basketball. Cependant, ce jeu pouvait avoir de graves conséquences. Le perdant risquait même parfois de perdre la vie. Des enjeux considérables, en effet. En raison de ce jeu et du besoin de balles rebondissantes, le peuple maya a été l'une des premières cultures à utiliser le caoutchouc. Il le fabriquait à partir de latex naturel. Il existait différentes sortes de caoutchouc en fonction des substances naturelles avec lesquelles le latex était mélangé. Voici une nouvelle. La plus ancienne pyramide du monde a été construite pendant la dernière période glaciaire, et elle ne se trouve pas en Égypte. Il semblerait que nos ancêtres aient érigé une pyramide vieille de 27 000 ans à Java Ouest. Gunung Padang n'a pas l'air d'une vraie pyramide au premier abord, c'est plutôt une colline avec d'énormes pierres éparpillées partout. Mais les gens du coin semblent vénérer le site, et ce depuis des siècles. Ce n'est que récemment que les autorités indonésiennes ont décidé de creuser un peu plus profondément pour en savoir plus. Ils ont fini par trouver les vestiges d'une société humaine. C'était plutôt inattendu, car la butte est assez haute. La seule certitude qu'on a tirée de ces fouilles est qu'il y avait des humains dans la région en 45 avant Jésus-Christ, ce qui semble raisonnable. Il revenait à un géologue indonésien nommé Danny Hillman de prouver que Gunung Padang fut la première pyramide du monde. Il a utilisé toutes sortes de nouvelles technologies pour essayer de le démontrer. Notre ami a utilisé la datation au carbone, creusant profondément sur le site pour extraire de gros morceaux de matière à analyser. Et il a découvert d'innombrables strates de pierre façonnées. Comme si en creusant sous Rome, on découvrait des tonnes de bâtiments enfouis. D'après ses recherches, il y avait des cavernes, et dans ces cavernes, des salles. Ce qui prouvait selon lui que des hommes étaient passés par là. En ce qui concerne les roches situées en haut du monticule, elles furent probablement placées là stratégiquement par ceux qui vivaient sur le site. Ils avaient besoin d'un endroit pour méditer, ils ont donc arrangé les choses de manière harmonieuse. Leur surface lisse ne serait pas le résultat d'une érosion séculaire, mais du travail de grands sculpteurs, les Michel-Ange de leur époque. Si tout cela est vrai, alors les civilisations humaines ont commencé bien plus tôt que nous le pensions. Nos ancêtres, les humains du Paléolithique, n'avaient pas ce qu'il fallait pour être considérés comme civilisés. Ils n'avaient ni les outils ni les connaissances pour construire des pyramides. Ils auraient eu besoin de certaines compétences en maçonnerie, et c'est peu dire qu'on en manquait sérieusement à cette époque. Nombreux sont ceux qui doutèrent de Hillman. Sa théorie était séduisante, mais il n'avait pas de preuves, ni charbon de bois, ni fragments d'os. Il n'avait rien. Flint Dibble, un autre archéologue,
a déclaré que sans preuve concrète d'activité humaine, on ne peut pas parler de véritable pyramide. Toutes ces données prouvent seulement que le sol du monticule remonte à 27 000 ans. Il pense que les roches situées au sommet ont simplement glissé au bas de la colline, comme le font normalement les roches. Seule une société très avancée aurait réussi à construire une telle pyramide à degrés. Et selon Bill Farley, un archéologue américain, il n'y a tout simplement aucune raison de croire qu'il y avait des sociétés humaines en Indonésie lors de la dernière période glaciaire. Pour info, la plus ancienne société connue possédant ce type de connaissances remonte probablement à 11 000 ans. Elle occupait la région de l'actuelle Turquie. Regardez ça, voici le Göbekli Tepe. Ce n'est pas non plus une pyramide, mais c'est la plus ancienne construction monolithique réalisée par des humains. Retour à la période néolithique. Pas mal de gens s'étaient installés dans le coin. Nous avons des preuves de cela. Par exemple, les murs y sont couverts de dessins représentant des vêtements et des animaux sauvages. Jusqu'à récemment, c'est la pyramide de Djesser en Égypte, une construction à 3 côtés, qui détenait le titre de la plus ancienne pyramide du monde. Djesser est située à quelques kilomètres au sud du complexe de Gizeh, dans une ville appelée Saqqara. Elle a fait plusieurs apparitions dans la culture populaire. Au XVIIIe siècle, on la trouvait couramment dans les peintures européennes. Les jeunes hommes de l'élite culturelle faisaient un grand tour du monde et Saqqara était souvent en tête de liste. On la trouve également dans le jeu vidéo Assassin's Creed. Et sa représentation numérique y est bien plus précise que dans de nombreux dessins historiques. Construire des pyramides était une grosse affaire en Égypte ancienne. Les rois devaient y passer leur après-vie. Et si vous pensiez que la pyramide de Khéops était la plus ancienne au monde, eh bien Djeser a en réalité 70 ans de plus qu'elle. Le développement de nouvelles technologies a permis aux archéologues de faire des découvertes révolutionnaires. Et une nouvelle, ou plutôt ancienne, pyramide en Amérique du Sud pourrait remporter le titre tant disputé. Les pyramides étaient également très à la mode dans l'Amérique de l'ancien temps. Parmi elles se trouvent les emblématiques pyramides du complexe de temple de Tikal au Guatemala. Ce sont celles que l'on peut voir dans Star Wars numéro 4. Mais pour trouver la plus ancienne pyramide des Amériques, il faut voyager au Pérou. Au plus profond du désert péruvien, des archéologues sont tombés sur une vaste métropole ancienne connue sous le nom de Caral. Au début, ils ont pensé que le site était assez récent, car sa complexité aurait demandé un développement technologique que les anciens ne possédaient pas. Comme nous l'avons dit, Caral est situé dans le désert, comme Las Vegas, mais sans tout le bling-bling. L'accès à l'eau y est donc difficile. Et pour que des villes comme celle-ci prospèrent, il faut un système d'irrigation considérable, d'où la nécessité de technologies complexes. Les Péruviens nous ont vraiment surpris avec cette découverte. Leur site était immense, avec un amphithéâtre, des maisons et des bâtiments religieux. L'ensemble s'étendait probablement sur 150 hectares. Et lorsque les scientifiques ont testé leur hypothèse initiale en utilisant la datation au radiocarbone, ils ont découvert que la ville avait probablement vu le jour vers 2027 avant notre ère. Sur le site, les archéologues ont trouvé 6 pyramides qui pourraient éventuellement être antérieures à celle de Saqqara. D'après ce qu'on sait, 2 civilisations coexistaient à cette époque, dans des parties opposées du monde. Mais comme les chercheurs ne peuvent pas préciser l'âge exact des pyramides de Caral, il est assez difficile de savoir quelle civilisation a terminé sa pyramide en premier. Si seulement nous avions une boule de cristal. Il se trouve que la forme d'une pyramide est quelque chose que la nature peut produire toute seule. Ce qui a de quoi pas mal déconcerter les humains modernes. Un exemple classique est le site japonais de Yonaguni, également connu sous le nom de l'Atlantide du Japon. Le monument dans son ensemble fait environ la taille de 5 terrains de football, et s'élève aussi haut qu'un bâtiment de 5 étages. Les explorateurs et les scientifiques pensent que Yonaguni remonte à 10 000 ans. Pour le plus grand géologue marin du Japon, le professeur Masaki Kimura, Yonaguni est le patrimoine d'une civilisation perdue. Kimura a plongé plus d'une centaine de fois au cours des 10 dernières années pour explorer ces ruines. Selon lui, on y trouve des signes clairs d'activité humaine. Regardez cette piscine en forme de triangle sur la surface du monument. Kimura pense que c'est une preuve réelle de la présence humaine, car cette concavité triangulaire est un symbole historique des fontaines d'eau de la région. Comme c'est souvent le cas, tous les scientifiques ne sont pas du même avis. Pour beaucoup, Yonaguni est probablement le résultat de milliers d'années d'érosion. Et le fait que le monument soit constitué d'un énorme rocher les conduit à croire qu'il n'est pas d'origine humaine. Certes, ces énormes colonnes de basalte nous font penser aux ruines d'un palais,
mais elles sont très probablement le résultat de l'intense activité volcanique de la région. Et au sujet de formations naturelles qui ressemblent à des créations humaines, on a beaucoup parlé d'une certaine pyramide martienne récemment. Cela fait un moment que nous essayons de prouver qu'il y a de la vie sur la planète rouge. Mais certains vont vraiment trop loin. Ils disent que de petits êtres verts ou gris ont construit une pyramide sur Mars et que ce serait la preuve qu'une civilisation existe. Cette photo a été prise il y a plus d'une décennie par le Mars Reconnaissance Orbiter, ou MRO, mais elle a commencé à refaire surface récemment. On y voit ce qui ressemble à une pyramide à 3 côtés. Certains prétendent que les surfaces lisses de la pyramide ne peuvent y résulter que d'un travail extraterrestre. Mais ensuite la science intervient et nous explique que Mars abrite l'un des systèmes de canyons les plus profonds de tout le système solaire. La soi-disant pyramide est située dans ce que l'on appelle le secteur de Kandor-Chasma. Cette région martienne compte tout un tas de formations similaires qui ne sont rien de plus que le résultat de l'érosion. Il n'y a apparemment rien de surnaturel là-dedans. Imagine que tu travailles 7 jours sur 7 sur un grand chantier de construction. Comme des milliers d'autres personnes, tu portes des millions de blocs de pierre et tu les poses les uns sur les autres selon un système complexe. Tu travailles sans équipement de construction moderne. Tu n'as pas de climatisation, ni d'accès permanent à l'eau. Il fait si chaud dehors que tu peux faire frire des œufs sur la route. Tu construis cette pyramide depuis des décennies. Et maintenant, quand elle est enfin terminée, tu apprécies le résultat du travail colossal de milliers de personnes. Tu as devant toi un monument culturel géant de valeur mondiale qui va se figer dans le temps et émerveiller les gens pendant des dizaines de milliers d'années. Quelques milliers d'années ont passé, les gens du 21e siècle voient les pyramides et se disent « Waouh, je ne peux pas croire que des humains aient construit ça ». Oui, les gens qui ont construit les pyramides n'auraient pas apprécié ce genre de remarques. Mais en fait, il y a de bonnes raisons de penser que les gens qui l'ont construit ont utilisé une technologie hors du commun. De l'extérieur, on dirait que les grandes pyramides ne sont que de grands triangles de pierre. Les gens ont simplement posé des blocs lourds les uns sur les autres. Et c'est tout. En fait, la conception semble trop parfaite pour être vraie. La pyramide est constituée de plus de 2 millions de blocs. Ils sont si proches les uns des autres et si réguliers qu'on ne pourrait même pas glisser une fine feuille de papier entre eux. Incroyable! Les scientifiques ne connaissent toujours pas la technologie exacte utilisée pour construire les pyramides égyptiennes. L'une des plus grandes et des plus célèbres est la grande pyramide de Gizeh. Cette énorme construction connue dans le monde entier a un grand secret. Il devait y avoir une pierre de couronnement au sommet de la pyramide. C'est un bloc de pierre de forme triangulaire, une petite pyramide au sommet d'une énorme. La chose est aussi connue sous le nom de pyramidion. Les bâtisseurs de l'Égypte ancienne l'ont fabriquée en granit et en calcaire et l'ont recouverte d'or. Aucun document ou dessin ancien ne permet de prouver qu'il y avait un pyramidion au sommet de la grande pyramide de Gizeh. Mais il existe une autre structure égyptienne ancienne dans ce type de triangle, la pyramide rouge. Elle a été construite avant la grande pyramide et sa pierre de couronnement a survécu jusqu'à ce jour. Les archéologues l'ont trouvée et reconstruite. Mais alors, où pourrait se trouver la pierre de couronnement de la grande pyramide? C'est un mystère qui n'a toujours pas de réponse. Certains sont persuadés que des voleurs l'ont dérobée au sommet. Peut-être ont-ils simplement grimpé et poussé le pyramidion jusqu'en bas. C'est tout à fait logique. La pierre angulaire était probablement l'élément le plus précieux de la pyramide. De nombreux scientifiques et archéologues ne connaissent toujours pas sa fonction exacte. Certains pensent que ce sommet recouvert d'or glorifiait les pharaons. La nuit, la pierre de couronnement reflétait la lumière de la lune et illuminait tout l'espace qui l'entourait. Pendant la journée, cette pierre reflétait la lumière du soleil avec sa surface brillante. On pouvait la voir de loin. Le sommet de la pyramide était une sorte d'étoile guide pour les voyageurs perdus. Tous les autres blocs de pierre de la pyramide sont constitués de calcaire. Les gens les polissaient pour les faire briller. Dans le passé, ils étaient même très brillants et reflétaient la lumière. On aurait pu voir des pyramides lumineuses depuis l'espace, même si elles ressemblaient à de toutes petites lumières. Au fil des milliers d'années, les vents, les tempêtes de sable et les pluies ont modifié l'apparence des pyramides. Si les gens avaient pris soin d'elles pendant tout ce temps, elles auraient ressemblé à quelque chose sorti des films de science-fiction ou bien aux pyramides de Las Vegas. Mais malheureusement, nous ne verrons jamais leur apparence d'origine.
Certains archéologues et scientifiques pensent que la pierre de couronnement pouvait absorber l'énergie du soleil et la répartir uniformément dans la pyramide. Personne ne sait précisément pourquoi les Égyptiens avaient besoin de cette technologie. Il y a une théorie selon laquelle les pyramides sont d'anciens systèmes énergétiques. Les pharaons ont appliqué cette énergie pour utiliser des technologies uniques plus avancées que toutes les réalisations du XXIe siècle. Et la forme triangulaire des pyramides était idéale pour stimuler cette énergie électromagnétique. En théorie, le rayonnement solaire ou les forces électromagnétiques s'accumulent au sommet de la pyramide, remplissent les pièces intérieures, puis descendent le long des murs jusqu'à la base. Toute déformation de la surface pourrait empêcher le flux de se répandre. Ils ont donc dû créer une surface parfaitement lisse. C'est pourquoi ils ont installé les blocs de manière que personne ne puisse glisser une aiguille ou une lame de rasoir entre ceux-ci. Beaucoup de gens croient à cette théorie parce qu'ils ont construit les pyramides en calcaire. Ce matériau peut retenir l'énergie en son sein. Dans la partie intérieure, ils ont créé des dépôts de granit pour provoquer l'ionisation de l'air, c'est-à-dire pour créer une charge électrique. Ils ont également creusé des canaux sous la pyramide pour que l'eau puisse transmettre l'électricité. Et au sommet, ils ont placé une pierre de couronnement en or, le meilleur conducteur d'électricité. C'est ainsi que l'on obtient un grand générateur d'électricité. Différentes cultures ont utilisé des technologies similaires pour créer de l'électricité dans le monde entier. Mais ce ne sont que des théories. Si cela avait fonctionné, l'humanité aurait utilisé ces technologies aujourd'hui. On trouve des traces de l'industrie métallurgique, de la chimie, de l'ingénierie, de la physique, des mathématiques et de l'astronomie dans certains documents anciens. La plupart des scientifiques ne croient pas à toutes ces choses. Nous connaissons les étapes détaillées du développement de ces technologies dans différentes cultures. Au XXIe siècle, les scientifiques, les historiens et les anthropologues peuvent suivre l'évolution de tous les appareils modernes. Si les gens avaient créé certaines inventions technologiques dans les temps anciens, l'histoire du monde aurait été différente. Peut-être que toutes les réalisations de l'Antiquité auraient pu être effacées de la surface de la Terre par des cataclysmes mondiaux. Et cela peut nous arriver à nous aussi. Imagine seulement comment les gens retrouveraient un ordinateur portable dans 5000 ans. Ils ne comprendraient peut-être pas de quel type d'appareil il s'agit. Une autre merveille égyptienne entourée de mystères est la statue du Sphinx. Les Égyptiens l'ont taillée dans une seule pièce gigantesque de calcaire. Il y a environ 4500 ans. Mais les scientifiques ne savent toujours pas la date exacte de sa construction ni qui l'a construite. Les Égyptiens ont peint le Sphinx de différentes couleurs, de sorte que son aspect était beaucoup plus brillant et plus vif dans un passé lointain. Il brillait tout comme les grandes pyramides. Quoi qu'il en soit, le temps n'a pas seulement changé son apparence, mais aussi son nom. Au départ, les Égyptiens l'appelaient Ori-Mekhet. Les Grecs l'ont rebaptisé Sphinx quelques centaines d'années après sa construction. Il soulignait la grandeur des souverains d'Égypte. Il remplissait également la fonction symbolique d'un chien de garde qui surveillait la tombe du pharaon et les chemins qui menaient à celle-ci. Cette version semble réaliste, puisque les archéologues ont découvert de nombreuses entrées secrètes au pied du Sphinx. Peut-être que ces pièces et ces tunnels complexes mènent à des salles souterraines contenant des trésors. Et les trésors ne sont pas toujours de l'or ou des bijoux. Selon les légendes et les théories, le Sphinx garde la salle des archives où sont stockées toutes les connaissances de l'humanité. Les informations sur l'ancien état mythique de l'Atlantide pourraient se trouver ici. Tu peux trouver de nombreuses cartes détaillées des donjons internes du Sphinx sur Internet. Elles montrent des structures de 12 étages de profondeur sous la statue. On dirait une petite ville remplie d'or, de parchemins de savoir et de divers artefacts anciens. Mais on ne peut pas croire toutes ces cartes. Ce ne sont que des théories. Plusieurs milliers d'années se sont écoulées, mais les gens ont en réalité très peu d'informations sur ce sujet. Les archéologues savent qu'il y a encore beaucoup de choses étranges et passionnantes à propos du Sphinx qui n'ont pas encore été découvertes. Les gens du coin ont souvent peur de faire des recherches car ils croient qu'ils peuvent réveiller quelque chose de terrible, des profondeurs souterraines. Par conséquent, ce sont surtout des scientifiques d'autres pays qui mènent les fouilles. En 1998, des scientifiques ont découvert d'étranges tunnels qui menaient à des pièces vides sous le Sphinx. Ils ont constaté que des personnes avaient essayé de passer par ces tunnels dans le passé.
et il est possible que ces personnes aient emporté tous les trésors qui s'y trouvaient. Une des légendes dit qu'un puissant artefact se trouve sous le Sphinx. Son pouvoir pourrait changer le monde entier, mais les habitants le cachent car il pourrait nuire à la planète. Certains pensent que l'on peut trouver des preuves de technologie inconnue peintes sur les murs de granit des tombes des pharaons. Mais le plus probable est que ces peintures et ces signes nous racontent juste les mythes et les légendes de l'Égypte ancienne. Mais que se passe-t-il si les symboles et les dessins égyptiens sont des instructions détaillées pour utiliser les technologies anciennes? Et si les habitants qui vivaient à cette époque pensaient « les gens dans le futur ne seront pas capables d'obtenir de l'énergie par eux-mêmes, alors laissons-leur des instructions détaillées ». Quoi qu'il en soit, il existe de nombreuses énigmes et théories. En réalité, la recherche de réponses est une entreprise dangereuse, car il n'est pas facile de pénétrer dans les salles souterraines. Les fouilles peuvent détruire la structure de l'ensemble du Sphinx. Toute personne qui se trouve dans les tunnels peut se perdre et ne jamais retrouver son chemin. En plus, cela coûte beaucoup d'argent. En fait, ce qui serait génial, c'est que des chercheurs puissent inventer un appareil qui pourrait scanner les zones souterraines et nous montrer des plans détaillés. Que fait un bateau au beau milieu du désert? On s'attendrait plutôt à retrouver un navire près des côtes. Cette question a préoccupé les archéologues pendant des décennies. En 1988, une tempête s'est abattue près de l'un des sites archéologiques majeurs de l'Égypte ancienne. Une structure en bois est alors apparue, dégagée des sables. Elle avait été rongée par les termites, mais les scientifiques étaient résolus à percer son mystère. En l'an 2000, les fouilles ont débuté à proximité d'Abydos, et une équipe d'experts américains a rapidement découvert un bateau de 21 mètres de long. Cependant, cette découverte n'était pas isolée, puisqu'ils ont mis au jour 14 autres embarcations, soigneusement alignées les unes à côté des autres. L'état de ces navires a rendu leur extraction complète impossible, mais, heureusement, le bois était suffisamment bien préservé pour y prélever un échantillon. Les analyses ont révélé que ces bateaux dataient d'environ 5000 ans, faisant ainsi de cette flotte la plus ancienne de l'histoire humaine connue à ce jour. La période de leur construction remonte à 5 siècles, avant l'édification des pyramides de Gizeh. Chaque navire était abrité dans une chambre voûtée, parfaitement adaptée à ses dimensions. Cette pièce mesurait environ un tiers de la taille d'un court de tennis et était entourée de murs en briques de boue, ornés de plus de 120 représentations de bateaux. Ces dessins avaient été incisés sur des murs blanchis à la chaux, remarquablement préservés au fil du temps. Les scientifiques sont au fait de l'existence de ces chambres mystérieuses depuis plus d'un siècle, période durant laquelle un archéologue britannique, Arthur Weigall, a découvert une structure intrigante à l'ouest du Nil. Son équipe a eu un aperçu des murs intérieurs, mais une partie du toit s'est malheureusement effondrée, les contraignant à interrompre leur exploration. Bien que les chercheurs aient abandonné le site, son emplacement a continué d'être inscrit sur les cartes. La position des bateaux a d'abord amené les scientifiques à penser qu'ils se trouvaient sur une rive du Nil. Cependant, cette théorie présentait une faille. Actuellement, le fleuve s'écoule à près de 11 km à l'ouest d'Abydos. Des recherches supplémentaires sur le terrain environnant ont révélé que le Nil n'avait pas changé de cours au fil de l'histoire. De plus, si les bateaux avaient flotté près d'un quai, leur position aurait été instable. Or, les 14 embarcations découvertes à Abydos étaient parfaitement alignées les unes par rapport aux autres. Une seule conclusion pouvait être tirée de cette situation. Quelqu'un les avait délibérément disposées ainsi, ce qui impliquait un effort considérable. Chaque bateau pouvait accueillir jusqu'à 30 rameurs, prouvant ainsi qu'ils étaient adaptés à la navigation. Il ne s'agissait pas de simples maquettes, mais les chercheurs doivent encore déterminer s'ils ont effectivement navigué sur des étendues d'eau de l'Égypte ancienne. Cela n'enlève rien à l'importance de cette découverte. Auparavant, les archéologues n'avaient mis au jour que des modèles réduits. Dans le tombeau de Toutankhamon, par exemple, on dénombre 35 maquettes de bateaux. Et pendant une longue période, ces figurines constituaient les seules indications sur l'apparence des navires de l'Égypte ancienne. La conception de ces bateaux atteste de leur authenticité. Ils constituent les plus anciens exemples connus de ce que l'on appelle des bateaux construits. Dans l'Antiquité, les gens réalisèrent des embarcations primitives en creusant de grands troncs d'arbres, tandis que l'alternative consistait à assembler des roseaux pour former un radeau. Mais les bateaux découverts à Abydos étaient composés de planches attachées ensemble. Cette découverte a marqué une avancée significative dans le domaine de la construction navale. À leur époque, ces bateaux devaient être impressionnants, car le bois représentait une ressource précieuse. Dans le désert, il n'y avait pas de bois, et le cèdre devait être importé du Liban. Seul le pharaon pouvait se permettre un tel luxe. L'étude de la zone entourant l'ancienne flotte a également apporté des éclaircissements supplémentaires.
Les scientifiques ont découvert une structure en briques de boue dédiée au culte du pharaon, et sa date de construction approximative coïncide avec celle des bateaux en bois. Les mêmes briques utilisées pour édifier ce bâtiment ont également servi à enfermer la flotte. Lors de leur construction, les salles qui les abritaient étaient dotées d'un plafond, une section que les archéologues ont mise au jour au début du XXe siècle. Tout comme les momies dans leurs sarcophages, ces magnifiques navires reposaient à l'intérieur de voûtes splendides. L'extérieur de ces salles était tout aussi impressionnant. À l'origine, les murs extérieurs étaient revêtus d'un enduit en calcaire blanc qui avait la capacité de réfléchir la lumière. Sous les rayons du soleil désertique, la structure abritant les bateaux devait resplendir à des kilomètres à la ronde. Les bâtisseurs égyptiens anciens ont employé la même méthode pour recouvrir les pyramides 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, leur surface apparaît en dents de scie, mais cela n'a pas toujours été le cas. Lors de leur construction, les pyramides présentaient une fine couche supérieure de calcaire blanc, dont la surface lisse scintillait sous la lumière du soleil. Plutôt que d'avoir des marches, la couche extérieure des pyramides se présentait davantage comme une pente élégante. Les archéologues sont aussi se posaient une ultime question. À quel pharaon appartenait cette flotte? La réponse se trouvait à moins de 2 km du site, à l'emplacement du tombeau d'un pharaon de la 5e dynastie, le roi Sésostris III. La période et le style de construction de ce dernier coïncidaient avec ceux des chambres contenant les bateaux. La fin de son règne pourrait expliquer comment ces embarcations ont fini en plein désert. Il est probable que le pharaon soit mort dans le nord de l'Égypte, puis que son corps ait été transporté le long du Nil jusqu'à Abydos, dans une majestueuse procession de bateaux décorés. Les vaisseaux furent ensuite descendus dans des chambres situées près du lieu de dernier repos de leurs propriétaires, ce qui revêtait une signification symbolique. Dans la croyance des anciens Égyptiens, les navires occupaient une place centrale. Leur divinité suprême, le dieu Ré, parcourait le ciel durant la journée sous la forme du soleil, tandis que la nuit, il naviguait à travers le monde souterrain dans une barque solaire. Le pharaon s'identifiait à Ré, ce qui expliquait son besoin d'embarcation dans l'au-delà. Elle représentait le seul moyen de se régénérer, tout comme le soleil se lève chaque jour à l'horizon. Cette croyance perdura pendant des millénaires. Un pharaon emblématique, Khéops, possédait également un navire, découvert par des scientifiques en 1954 à proximité de sa pyramide à Gizeh. Ce dernier est environ 4 siècles plus récent que la flotte d'Abydos, mais le bateau de Khéops était presque 2 fois plus long. La grande pyramide de Gizeh et le tombeau de Toutankhamon figurent parmi les découvertes archéologiques les plus célèbres d'Égypte. Pourtant, de nombreux secrets demeurent enfouis sous les sables infinis du Sahara. Récemment, en 2020, des archéologues ont mis au jour une ville perdue, qualifiée de plus importante découverte depuis celle du tombeau de Toutankhamon en 1922. La ville d'Aton, âgée d'environ 3000 ans, suscite l'espoir des historiens d'obtenir un aperçu de la vie quotidienne des anciens Égyptiens. L'archéologue et égyptologue renommé Zahi Hawass a décrit ce site comme une cité d'or oubliée. Aton se situe à environ 500 km au sud du Caire, la capitale égyptienne, et se trouve à proximité de la célèbre vallée des rois. Les archéologues ont d'abord découvert des sections de murs en briques de boue qui s'étendaient dans toutes les directions. Puis, ils ont mis au jour des pièces complètes contenant des outils du quotidien. L'équipe de fouilles a également révélé une boulangerie, un quartier résidentiel et un district administratif, tous datant de l'époque où la civilisation égyptienne était à son apogée. Ils ont également été les pionniers dans la fabrication d'objets en fer. En 1911, des scientifiques ont découvert un ensemble de perles en fer près du village d'El Gerzeh en Basse-Égypte. Ces perles représentent les plus anciens artefacts en fer connus à ce jour. Cette découverte est proprement fascinante, car les anciens les ont créées en martelant un morceau de météorite. Ces 9 perles faisaient autrefois partie d'un collier élaboré. Aujourd'hui, elles sont corrodées et noircies, ce qui est parfaitement normal pour un bijou datant de plus de 5000 ans. Composées d'un alliage de fer et de nickel, ces perles témoignent du savoir-faire exceptionnel des anciens bijoutiers. Leur habileté est d'autant plus remarquable qu'ils ignoraient l'origine stellaire du matériau utilisé. La pyramide de Khéops présente également une caractéristique remarquable. Un groupe de recherche international a analysé la réponse électromagnétique de la structure aux ondes radio et a découvert que la pyramide était capable de concentrer l'énergie électromagnétique en son sein. Ce phénomène se produit tant à l'intérieur de ses chambres qu'en dessous de sa base. Elle abrite également une chambre souterraine inachevée. Il semble que cette réponse électromagnétique soit liée aux propriétés du calcaire, le principal matériau utilisé dans la construction de la Grande Pyramide.
Les résultats de cette recherche pourraient avoir des applications pratiques, notamment en vue d'améliorer le fonctionnement des cellules solaires et des nanocapteurs. Les égyptologues examinent depuis fort longtemps le moindre centimètre carré du site entourant la Grande Pyramide, mais ils ont pourtant négligé cette étonnante baignoire en granit rose enfouie à quelques kilomètres de là. Voici ce qu'il en est. Ce mystérieux tube ovale qui repose depuis des années à côté de la pyramide de Khéops pourrait prouver que les Égyptiens ont construit les pyramides non seulement à des fins architecturales, mais également pour produire de l'électricité, bien avant Alessandro Volta et Thomas Edison. Le plateau de Gizeh est célèbre pour ses 3 pyramides, celle de Khéops, celle de Képhren et celle de Mykérinos. Mais 2 structures plus petites se trouvent tout près, la grande excavation de Zaouiet El Aryan et la pyramide de Kaba. Certains chercheurs affirment que ces constructions n'ont jamais été achevées, tandis que d'autres pensent qu'elles ont été détruites pour des raisons plus mystérieuses. L'une de ces raisons pourrait être liée à l'utilisation initiale des pyramides de Gizeh. On pense en effet qu'elles servaient à produire de l'électricité. Pour relier ces différents éléments, il faut remonter au début du XXe siècle. C'est à cette époque qu'un architecte et égyptologue italien nommé Alessandro Barsanti décida d'examiner la pyramide de Zaouiet El Aryan. Près du site, il remarqua quelque chose d'inhabituel, des fragments de granit éparpillés. Pour un passant ordinaire, cela aurait semblé insignifiant, mais Barsanti vit tout de suite ce dont il s'agissait. En effet, les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient souvent ces sites pour préparer les pierres avant de les transporter vers leur destination finale. La présence de granit sur le sol l'intrigua. Le granit était un matériau plus coûteux que le calcaire généralement utilisé pour les pyramides, ce qui suggérait qu'il avait peut-être été destiné à une structure importante et cachée. À une profondeur de 21 mètres, les archéologues découvrirent peu après un énorme bloc de granit rose. Ils poursuivirent les fouilles et mirent au jour d'anciennes inscriptions gravées dans les pierres. Ils envoyèrent les dessins à des experts, mais personne ne parvint à les déchiffrer. S'agissait-il d'instructions? C'est alors que Barsanti fit sa plus grande découverte. Il trouva une cuve ovale sculptée dans du granit rose que l'on avait poli pour lui donner un aspect miroitant. La cuve avait été soigneusement scellée. Lorsqu'ils l'ont ouverte, ils ont trouvé un mince résidu noir sur ses parois. Une substance huileuse. Cette découverte souleva de nombreuses questions dans l'esprit de Barsanti. Il ne comprenait pas pourquoi les Égyptiens de l'Antiquité avaient pris tant de précautions pour sceller et protéger cette étrange cuve. En 1911, Barsanti dut abandonner ses efforts visant à élucider le mystère de cette fosse. Cependant, ces découvertes intriguèrent les chercheurs du monde entier, qui émirent leurs propres hypothèses. L'une de ces théories modernes suggère que les pyramides auraient pu faire partie d'un ensemble plus vaste. Selon elle, la pyramide de Khéops aurait en réalité servi de pompe à eau destinée à irriguer cette région désertique. Apparemment, les chambres internes de la pyramide fonctionnaient comme un système hydraulique. Dans les années 1990, un ingénieur prit cette théorie au sérieux et étudia la chambre souterraine de la pyramide. À sa grande surprise, il trouva des traces de dégâts causés par l'eau. Il semblerait que la pyramide générait de puissantes ondes de compression, également appelées impulsions, capables de produire de l'électricité. Cela a soulevé une question importante. Les anciens Égyptiens auraient-ils utilisé les pyramides comme générateurs pour produire de l'électricité? Sur le papier, cela s'est avéré possible. Cependant, parvenir à un consensus sur la fonction initiale des pyramides est probablement l'une des choses les plus difficiles au monde. Nous ne sommes donc toujours pas sûrs à 100% de cette théorie. En dehors de cela, l'Égypte reste un terrain idéal pour l'étude du passé de l'humanité. Les scientifiques viennent de découvrir ce qui ressemble à un centre de commande cosmique, similaire à la fameuse salle que l'on voit dans les films mettant en scène Doctor Strange. Ils ont découvert un observatoire astronomique en forme de L, mesurant environ 830 mètres carrés et datant du VIe siècle avant notre ère. Il s'agit sans aucun doute du premier et du plus grand observatoire de ce type. Cette structure en briques crues abritait des instruments utilisés pour calculer les dates liées aux rites de l'Égypte antique, couronnements royaux et calendrier agricole. Cet observatoire est situé sur un site archéologique connu sous le nom de Temple de Bouto, à seulement 80 km à l'est d'Alexandrie. C'est assez impressionnant.
Cette structure a été conçue de manière à ce que l'on puisse y pénétrer par une entrée orientée à l'est. Ainsi, on pouvait admirer le lever du soleil. Une fois à l'intérieur, on découvrait un cadran solaire géant, utilisé pour mesurer le temps en suivant le mouvement des ombres à l'intérieur de la salle. Ce cadran solaire mesurait près de 5 mètres de long. Ce fut une découverte passionnante. Une autre découverte intéressante faite par des scientifiques et des égyptologues fut celle de la toute première momie enceinte. Même si nous en savons désormais beaucoup sur les processus de momification, nous continuons à faire des découvertes qui nous ouvrent de nouvelles portes sur la vie des anciens Égyptiens. Il a fallu beaucoup de temps pour découvrir que cette momie était enceinte au moment de son embaumement, car elle avait été placée dans un cercueil masculin. Plus précisément, celui d'un prêtre. Les historiens affirment qu'au XIXe siècle, de nombreux marchands mélangèrent les cercueils afin de les vendre. Oui, cela signifie qu'ils les ouvraient et échangeaient les momies pour satisfaire leurs clients. Ce fut une énorme surprise, car ils espéraient en apprendre davantage sur les problèmes de santé dans l'Antiquité lorsqu'ils ont ouvert ce cercueil. Mais ils se sont retrouvés avec un autre problème sur les bras, les pratiques prénatales dans l'Égypte antique. Cette femme momifiée, qui a vécu il y a environ 2000 ans, était âgée de 20 à 30 ans lorsqu'elle est décédée. Elle a été découverte à Thèbes, et ses restes étaient incroyablement bien conservés. Vous voyez, les recettes de momification variaient à travers l'Égypte. Dans le cas de cette femme, les chercheurs ont pu déterminer qu'elle appartenait à la haute société, car elle a été enterrée avec des amulettes spéciales. Cependant, comme les méthodes de momification différaient considérablement selon les villes et les époques, il nous faut encore approfondir nos recherches afin de comprendre pourquoi elle fut embaumée avec son bébé. En parlant de momies, des scientifiques ont fouillé un lieu de repos à Saqqara, également en Égypte, et ont mis au jour 2 ateliers d'embaumement. L'un était destiné aux humains et l'autre aux animaux sacrés. Apparemment, ces ateliers remontent à environ 2400 ans. Ils étaient équipés de lits en pierre, de pots en argile et de récipients rituels, tout ce dont on avait besoin pour momifier. Mais ce n'est pas tout. Les archéologues ont également découvert du fromage conservé dans des jarres derrière des tombes vieilles de plus de 3000 ans. Oui, du fromage. Cela montre que les anciens Égyptiens étaient également très doués pour la conservation des aliments. Ils savaient comment conserver les denrées à long terme, et pas seulement les momies. Cela nous montre qu'ils appliquaient leurs techniques de conservation aux aliments comme au corps, et nous donne un aperçu de leur impressionnant savoir-faire. Les scientifiques ont également découvert l'une des plus anciennes momies intactes d'Égypte. À leur grande surprise, elle était entièrement recouverte d'or. Les momies égyptiennes recouvertes d'or sont très rares, mais ils ne s'attendaient pas à ce que celle-ci soit la plus ancienne jamais découverte. La momie était assez bien conservée, et ils ont pu identifier les restes d'un homme riche appelé Hekashepes. De nombreux symboles témoignent de son importance, notamment le bandeau qu'il portait sur la tête et le bracelet sur sa poitrine. Il était également vêtu d'une tunique et d'une ceinture, ce qui permettait de préserver la belle apparence d'une personne après son décès. Pour le découvrir, les chercheurs ont dû ouvrir le lieu de sa dernière demeure à l'aide de mortiers. En gros, c'était comme s'ils ouvraient une machine à remonter le temps, tout comme les Égyptiens de l'Ancien Empire l'avaient fait il y a 4300 ans. Quand on y pense, c'est comme si l'on pénétrait dans une capsule temporelle. Mais, assez parlé de momies, les scientifiques ont également découvert quelque chose de très intéressant au-dessus des pyramides. Ils ont dû utiliser un instrument très sophistiqué pour cela. Le radar ionosphérique à longue portée et basse latitude, qui permet de voir des ondes invisibles loin dans le ciel. Ce radar leur a permis de découvrir d'énormes bulles flottant dans l'air au-dessus des pyramides. On appelle cela des bulles de plasma, et elles causent des ravages sur les technologies modernes. Elles peuvent en effet perturber les signaux GPS et téléphoniques dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Ces bulles sont immenses, parfois aussi grandes que des villes. Elles ont pour origine l'épuisement soudain des particules chargées dans l'ionosphère. Ainsi, au lieu de se répartir uniformément, elles restent agglomérées sous forme d'ondes. Il s'agit d'une découverte importante, car elle peut aider les scientifiques à comprendre comment empêcher ces ondes de perturber nos technologies. Nous sommes en 1898, et tu participes à des fouilles à Saqqara. Cet endroit, situé non loin du Caire, regorge de tombes anciennes et de pyramides.
en bon aventurier, tu espères trouver quelque chose de vraiment cool et devenir célèbre. De l'or, des manuscrits, des cartes au trésor, des momies de pharaons. Mais tu trouves un oiseau en bois. Tu es très déçu. Ça ressemble à un simple jouet. Un jouet ancien, mais un jouet tout de même. Tu es alors loin de te douter que, dans quelques années, quelqu'un affirmera qu'il s'agit en fait d'un ancien monoplan. Cet objet, surnommé l'oiseau de Saqqara, est en bois de sycomore. Il a une envergure d'à peine 18 cm et pèse environ 40 grammes. Un beau souvenir de ton voyage en Égypte, à mon avis. Il a plus de 2000 ans et est assez simple, sans plumes gravées ni aucune autre décoration. Il a cependant un bec et des yeux, ce qui le fait un peu ressembler à un faucon, l'emblème du dieu Horus. Sa queue a quelque chose d'inhabituel, elle est carrée, étrangement droite, et on dirait qu'une pièce aujourd'hui manquante venait autrefois la compléter. Nous adorons résoudre les mystères, du coup, plusieurs théories ont été avancées au sujet de cet oiseau. La première, toute simple, est qu'il s'agissait d'un objet cérémoniel. La deuxième idée est qu'il s'agissait du jouet d'un enfant né dans une famille aisée. Il pourrait s'agir d'une sorte de boomerang, très populaire dans l'Égypte ancienne. Enfin, selon une autre théorie, l'oiseau aurait été utilisé comme girouette. Mais cette théorie n'a pas été retenue, car la figurine ne présente aucun trou ou marquage, à l'exception de celui qui a été fait au musée du Caire pour la fixer sur son socle. Il n'y avait donc jadis aucun moyen de l'accrocher. Près d'un siècle après la découverte de l'oiseau, l'égyptologue Khalil Messia a proposé une nouvelle théorie selon laquelle il pourrait s'agir d'un modèle de monoplan. Selon lui, il manquait à l'oiseau un empennage horizontal. Par ailleurs, ses ailes étaient placées à angle droit, comme celles des avions modernes. Cela aurait pu servir à générer la portance aérodynamique nécessaire au vol. Le docteur Messia a également affirmé qu'il était courant à l'époque de placer des modèles miniatures d'inventions technologiques dans les tombes. Les anciens Égyptiens ont-ils vraiment inventé l'avion en 200 avant notre ère? Cela aurait beaucoup contrarié les frères Wright, que l'on considère comme les inventeurs de l'aviation. Ils n'ont effectué leur premier vol qu'en 1903. Afin de nous en assurer, il nous faudrait tester le modèle. Mais le musée égyptien ne laisserait probablement personne lancer en l'air cette précieuse pièce de collection. C'est pourquoi le concepteur de planeur, Martin Grégory, a construit un modèle similaire, cette fois en balsa, et a pu conclure que même avec un empennage horizontal, cet avion n'était pas très performant. Affaire résolue. Et non. Une chaîne de télévision n'a pas trouvé cela convaincant et a donc invité un expert en aérodynamique à construire une autre réplique de notre oiseau. Il l'a testé dans des conditions similaires à celles de l'Égypte ancienne, et a été impressionné par ses capacités. Ainsi, si le prototype d'un avion a bien été inventé à l'époque des pharaons, il s'agirait d'un opart, ou objet manufacturé incongru, en français. Soit un objet anachronique, en avance sur son temps en termes de technologie ou d'histoire. Et l'oiseau de Saqqara n'est pas le seul exemple d'une telle chose. En 1901, un groupe de plongeurs a découvert la machine d'Anticythère dans une épave sous-marine près de l'île grecque du même nom. On l'a surnommée le premier ordinateur analogique du monde. Et on pense qu'elle date d'environ 100 ans avant notre ère. Le mécanisme en bronze pouvait indiquer la position du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles, ainsi que les phases lunaires, les dates des prochaines éclipses solaires, et même la vitesse à laquelle la Lune se déplace dans le ciel. Personne ne sait exactement qui l'a utilisé, ni comment ou où il a été fabriqué. Mais il est évident qu'il était extrêmement précis et bien trop avancé pour son époque. Les premières toilettes à chasse d'eau ont-elles été inventées au XXe siècle? Et non. Les Minoens de Crète et la civilisation de la vallée de l'Indus ont mis au point cette super invention à peu près à la même époque, il y a environ 4000 ans. Leur modèle de plomberie était si bien conçu qu'il a fallu attendre 2000 ans avant de voir apparaître quelque chose d'aussi performant. Une ancienne toilette minoenne a été découverte dans le palais de Knossos.
Elle était équipée d'un siège de bois placé juste au-dessus d'un tunnel qui conduisait l'eau d'un réservoir vers un égout souterrain. D'autres toilettes nécessitaient un apport d'eau à l'aide de cruches. Seuls les riches pouvaient s'offrir un tel luxe. À l'époque, si tu possédais un bien immobilier, les toilettes chasse d'eau étaient le signe de ton appartenance aux plus hautes sphères. Les portes automatisées étaient une chose nouvelle en 1931. Mais la technologie qu'elles utilisent est en fait beaucoup plus ancienne. Elle date du 1er siècle de notre ère. Le mathématicien et ingénieur Héron d'Alexandrie imagina à cette époque un système capable d'ouvrir et de fermer les portes. Pour faire fonctionner son invention, il fallait allumer un feu. Un pot en laiton était placé sous le feu, à moitié rempli d'eau. Le pot était ensuite relié à des récipients qui servirent de poids. Grâce à la chaleur, l'eau se déplaçait dans les récipients qui descendaient et tiraient sur les cordes. Rien à voir avec une porte de supermarché qui s'ouvre et se ferme grâce à l'électricité. La porte de Héron mettait des heures à s'ouvrir, et il n'y avait aucun moyen d'arrêter le processus. C'est pourquoi on n'ouvrait les portes qu'une fois par jour, avant que les gens n'entrent dans les temples. Cela ajoutait un peu de mystère aux cérémonies. Incroyable. Il semblerait que la toute première batterie ait été inventée à Bagdad, il y a environ 2000 ans. Un archéologue allemand a découvert une jarre d'argile de forme ovale en 1938. Les scientifiques ne savent toujours pas à quoi elle servait ni qui l'a inventée. Selon une théorie, elle aurait été utilisée pour galvaniser des objets avec des métaux précieux. Lorsqu'elle était remplie d'un acide faible, comme du vinaigre, la batterie produisait environ 1 volt. Selon une autre théorie, il s'agirait d'un récipient destiné à recevoir des rouleaux sacrés. Que dirais-tu de lentilles de contact conçues par Léonard de Vinci? En 1508, il inventa une lentille de verre munie d'un petit entonnoir. Il n'y avait qu'à verser de l'eau à l'intérieur, et cela améliorait la vision. Mais ce n'était pas super pratique. 100 ans plus tard, René Descartes décida d'améliorer cette idée. On dit lentilles de contact, parce qu'elles sont censées entrer en contact avec les yeux, tu vois? Ce tube de verre rempli de liquide permettait une meilleure vision. Mais il était hélas impossible de cligner des yeux. 2 siècles et demi plus tard. La technologie du verre permit aux scientifiques de concevoir des lentilles qui s'inséraient dans l'œil et permettaient même à leurs porteurs de cligner des yeux. Une belle invention. Toutefois, ces lentilles étaient fabriquées en verre soufflé et l'œil ne pouvait pas respirer. Une 50aine d'années plus tard, les concepteurs adoptèrent le plastique, plus léger, incassable et résistant aux rayures, même si les lentilles couvraient encore l'œil entièrement. Ce n'est qu'en 1948 qu'un certain Kevin Tuohy ponça une lentille en plastique et se rendit compte qu'elle restait en place même en ne couvrant que la cornée. Imagine-toi vivre dans le Londres du 19e siècle et avoir besoin d'envoyer un message à New York. Cela prenait alors une dizaine de jours. Du coup, lorsqu'en 1858 les délais passèrent de quelques jours à quelques heures, ce fut une véritable révolution. Le premier message fut envoyé par la reine Victoria elle-même, grâce à un câble télégraphique transatlantique qui passait sous l'océan. Hélas, cette invention ne survécut que quelques semaines. Et il fallut attendre des années pour qu'on puisse à nouveau s'en servir.